Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission bi-hebdomadaire de cinéma par des potes. Je suis entouré de mes potes dans DCP. Je suis entouré de Fred, Jérém, Julien. Salut. Comment ça va? Ça va. Oh, on a plus d'entrain que la dernière fois et toi, Ouais. c'est toi qui... Ouais, j'avoue. Non, on est bien. On est le week-end. On est vendredi soir. Vous nous écoutez le vendredi soir, donc ça va. Tu penses pas à ceux qui travaillent le samedi? Ouais, de ouf. Et le dimanche? Ah, T'oublies ça t'en fais quoi de ceux qui Le- travaillent, non, qui le se lèvent di- tôt le matin? Le dimanche, c'est le jour du Seigneur, messieurs. Le Bah. dimanche, on ne travaille pas. Non, je rigole. Et le vendredi soir, c'est l'heure du cinéma. Oui. Pourquoi le vendredi soir spécialement? Parce que c'est DCP. Ouais, c'est pas faux. Ah, oui. Ok. Je vais dire mercredi Le soir, vendredi, c'est poisson et DCP, voilà. Voilà. Super bref. programme. Non, on a mieux comme programme. On a quand même des films, des jeux comme d'habitude, et on commence par les actus. Parce qu'on commence toujours par ça, voilà, tout Bah simplement. ouais, c'est ça, toujours, c'est le la principe. ciné. C'est que chaque personne a choisi une petite actualité qui l'a marqué. Et je propose de commencer par Fred. Ok, alors moi je vais vous parler de Dali de Quentin Dupieux. La bande-annonce est sortie et du coup je me suis un peu intéressé au film et en fait ça sera une sorte de faux documentaire où comment ça s'appelle déjà ton crush là, l'actrice Anaïs qui- Desmoustiers. Voilà, qui interviewe en fait Dali mais qui est joué par 6 acteurs, d'où en fait le titre Dali où il y a 6 A. Parce qu'il y a 6 acteurs. Voilà, 6 Ok. acteurs. Du coup, ouais, Dupieux, cool, une bande-annonce qui dure 20 secondes comme d'hab. Et qui, comme à chaque bande-annonce de Dupieux, me donne pas envie. Ah ouais? Ah, vraiment. Vraiment, j'ai vu ça, j'ai fait... Ah. Yannick, ça donnait envie, non? Pas trop. Non? Non. Ok. Mais en Bah, fait, ça me donne pas envie, mais je vais le voir quand même. Oui, je vais le voir. Bah là, c'est vrai que cette bande-annonce m'a pas trop donné envie, tu vois, mais... Ouais, bon, Oh, on tu verra. vois, on est d'accord. Hein. Ouais, c'est vrai, non, c'est Mais vrai. bon, tu sais que c'est du Dupieux, ça va pas durer très longtemps, ça va pas t'investir trop, donc. Ouais, voilà, ça va être marrant. Pour Dupieux, tu passes plus de temps à prendre les transports, regarder la bande-annonce qu'à voir le film. Ah, pour Yannick, ouais, c'était ça. Un peu ça. Jérém? Alors, bah moi, ma news, c'est la date de sortie qui est repoussée de Mission Impossible 8, qui passe de la sortie du 28 juin 2024 au 23 mai 2025. C'est un changement qui est dû à la grève des acteurs qui est toujours en cours. Pour le coup, les deux films Mission Impossible, les deux derniers, 7 et 8, là, ils sont un peu pris cher dans leur gueule. Les deux devaient être tournés tout coup sur coup, et le premier, il s'est fait plusieurs fois repousser, d'une part pendant le tournage, et après à cause du Covid. Et celui-là, le deuxième, se fait encore une fois arrêter pour une autre raison, là, la grève des acteurs. À savoir que le deuxième film ne s'appellerait peut-être pas d'être iconique partie 2, alors qu'il y avait la partie 1. Donc du coup, est-ce qu'on assisterait au premier changement majeur d'un titre de film une fois le film sorti? Je sais pas, parce que le film s'appelle partie 1. Donc du coup, est-ce qu'ils vont enlever le partie 1 vu s'ils changent le titre? Bon voilà. Donc ce qui a entraîné pas mal de changements chez Paramount Pictures au niveau des dates de sortie. Donc If, un film et avec John Krasinski, mais avec un casting assez pas mal quand même. Donc ça, c'est un film qui devait sortir le 24 mai 2024, qui est avancé du 24 au 17 mai 2024. Donc c'est le seul changement où ça avance. If pour Imaginary Friends, qui parlera d'une petite fille qui va commencer à avoir tous les amis imaginaires, notamment ceux qui ont été délaissés par les adultes. Le film A Quiet Place Day One, qui parlera de l'arrivée des aliens dans la saga, qui n'est pas réalisé par John Krasinski parce qu'il est parti faire If, mais par Michael Sarnowski à la place de Jeff Nichols prévu initialement, et qui prend la place de Mission Impossible 8, du coup, qui sortira le 28 juin 2024 au lieu du 8 mars comme prévu initialement. Et enfin, le film Bob l'éponge, qui est repoussé, car c'est Mission Impossible 8 qui a pris sa place, donc du 23 mai 2025, il est donc repoussé au 19 décembre 2025. Ça veut dire qu'il y a un Bob l'éponge qui va enfin sortir, mais au cinéma, pas sur Netflix? Ouais, mais il y en a eu quelques-uns avant. Mais là, le prochain film Bob l'éponge live action, je crois qu'il est live, moitié animation, moitié live. On devra attendre jusqu'au 19 décembre 2025, voilà. Ça fait beaucoup. Là, non. Julien? Eh ben écoutez, moi je voulais vous parler de la mort de Richard Roundtree, ce 24 octobre, à l'âge de 81 ans. Alors, qui c'est Richard Roundtree? C'est pas un acteur très connu, mais il y a peut-être peu de chances que vous ayez déjà entendu son nom, et pourtant, c'est une grande figure de la Blaxploitation. Alors, qu'est-ce que c'est la Blaxploitation? En fait, c'est le cinéma qui émerge dans les années 70 aux États-Unis, et c'est surtout une production qui est issue des Afro-Américains, qui avaient à cette époque une place très marginale dans le système américain, dans le système cinématographique américain. Comme grand film de la Blaxploitation, on a Sweet Sweetback Badass, Song de Melvin Van Peebles, et on a aussi la saga Shaft, et cette saga Shaft, c'était avec Richard Roundtree justement. Et cette même saga, elle a eu le droit à une suite dans les années 2000 avec Samuel Jackson, ce qui est pas rien, et en plus, ce film-là a lui-même eu encore une suite, cette fois en 2019, avec toujours Samuel Jackson, et en sachant que Richard Roundtree apparaissait encore dans ces films. D'accord. Voilà. C'était pas le truc sur Netflix où justement il y avait 3 générations de Shaft qui... C'est ça. qui En sont- fait, à chaque fois, c'est
T'as Shaft donc avec Richard Roundtree, Samuel Jackson c'est le fils, et dans le dernier c'était le neveu. C'est ça, ouais. Il y a, du coup, dans le dernier Shaft, t'avais les 3 qui étaient réunis, c'est ça, non, il me semble. C'est possible, je les ai pas vus. Il me semble, hein, J'ai il me semble. jamais entendu parler de ces trucs-là. Voilà. Moi, mon info, elle est un peu plus simple. C'est que les fans de Letterboxd vont être en joie parce que Martin Scorsese a ouvert un compte Letterboxd. Mais non. Si. Oui. Et il a déjà créé 2 listes dessus. Alors, t'as la liste Companion Films, c'est les films. Et son top 10 des Marvel. Tu me coupes pas la parole. Pardon, mais je croyais qu'elle était bonne, la vanne. Elle était drôle. Elle est drôle. Ouais, elle est drôle. Personne n'a rigolé, mais elle était drôle. Ouais, bah oui. Intérieurement, j'ai rigolé. Désolé. Le tacle est sévère, mais ça joue. Vas-y, continue. Du coup, Pardon, excuse-moi. la première liste, c'est les Companion Films, c'est les films qui l'ont influencé pour ses réalisations. Et ensuite, vous avez juste Film Foundation, où c'est juste les films qu'il aime. Et il y en a beaucoup. Et il n'y a pas de Marvel. Mais voilà. Mais je trouve ça très drôle d'avoir. Est-ce qu'il aime bien un film de Claire Denis? Bah, je sais pas, va voir. Ok. Mais ça pourrait peut-être me convaincre d'installer Letterboxd. Non. Non, Putain, je mais ce serait- déconne. Ah. Je déconne, toujours fidèle à Sens Critique. Ok les potes, et ben écoutez, on va continuer avec les chiffres de Jérémy, parce que Jérémy est notre spécialiste chiffres, et il a décidé de nous faire jouer, En effet. pas de calcul de maths, mais des estimations sur... C'est ça, c'est sur les records du box-office français, en effet. Donc cette fois-ci, comme lors de la première émission, j'avais envie de parler de gros chiffres. Donc pour la première émission, je vous avais parlé de la barre du milliard de dollars de recettes mondiales, et donc un petit peu des records au box-office mondial, mais cette fois-ci, j'ai voulu me concentrer sur les records du box-office français. Donc je vais vous faire un petit speech avant qu'on commence le jeu des estimations, mais pour vous dire que le cinéma français se porte bien. Les cinémas français se portent bien parce que les Français vont régulièrement au cinéma. Si on regarde à une échelle européenne, c'est souvent la France qui vend le plus de billets de cinéma au cours d'une année. Si on prend l'année 2019 par exemple, qui est la dernière année un peu normale avant qu'il y ait eu le Covid, en Europe c'est en France qu'il s'est vendu le plus de billets, 213,2 millions, soit environ 3,3 places par habitant. Pour donner un ordre d'idée, le nombre d'entrées cette année en Europe est estimé à 1,01 milliard d'entrées, donc la France représente environ 21% de l'entièreté des billets vendus en Europe, donc je rappelle c'est 28 pays l'Europe. Rien que la France concentre 20%, donc 1/5 des billets vendus cette année-là. Donc pour être plus précis sur des pays frontaliers de la France et pour donner un ordre de comparaison, donc en 2019 c'est 104,7 millions de billets vendus en Italie, 118,6 millions en Allemagne, 103,6 millions en Espagne ou encore 176,1 millions au Royaume-Uni. Mais alors quels sont les records du pays qui va le plus au cinéma en Europe? C'est ça la question que je vous pose. Donc on va voir quelques chiffres et ça va être le jeu des estimations. En tout, je vous annonce qu'il y a 20 points que j'ai à distribuer. Ah oui. Donc celui qui aura le plus de points à la fin aura gagné l'honneur et le respect de tous. Voilà. C'est beau. C'est beau. Ouais, désolé. Je au veux pire, votre honneur. au pire, je vous offre une bière à la fin de l'émission. Ouais, mais- allez, Ah, là, là, c'est différent. là, je vous en c'est plus, différent. là, là, je sens plus d'envie déjà. Ah je oui. vais gagner. Donc, Ok. tout d'abord, on va faire sur le film qui a le plus d'entrées en France. C'est toujours Titanic, mais avec combien d'entrées? C'est ça ma première question. Il faut prendre en compte le. Alors juste la sortie. Non, juste la sortie originale. Que la sans les sortie. ressorties. Ok. Je tiens à Sans la préciser. ressortie. Ah oui, et je tiens à préciser que les chiffres que je vais donner, ça tient que en compte les sorties originales, et les chiffres sont tous arrêtés à partir de. Enfin, tous les chiffres qui vont être annoncés maintenant sont arrêtés au 22 octobre 2023, parce que ça peut évoluer au cours des semaines, mois et années à venir. Donc, ma première question, c'est donc à peu près, donc c'est votre estimation du nombre d'entrées du film Titanic, qui, je le rappelle, est en tête du box-office français depuis maintenant plus de 25 ans. C'est 20 millions. 20, c'est énorme, non? Alors, C'est énorme. C'est le premier. Moi je te dis 22 millions. Ouah, les gars. 20 millions, 22 millions. Attends, tu parles d'entrée, Entrée. de tickets vendus, quoi. De tickets vendus juste Ah, lors de la sortie originale, hein, parce que le film a eu des ressorties. Et là, on est d'accord, c'est que en France, hein. Que en France. Que Pas 20 en millions, France. c'est trop. 20 millions, c'est énorme. Moi, j'aurais dit genre, je sais pas, moi, 800 000. On Comme dirait ça. le juste prix. 800 000 200 000, c'est que En fait, dalle. j'arrive pas à avoir tu vois, cette alors- idée-là. Genre, moi, alors- je pense plus en box-office plutôt qu'en nombre de tickets, quoi, tu vois. Dis-toi qu'un un film moyen, quand même, ça fait aux alentours des 500 000 entrées. Hein. Ah oui, ok. Si Non, tu attendez, veux, je reviens sur ce que j'ai dit. Je me suis trompé. Astérix, champion du milieu, je crois que c'est 5 ou 6 millions d'entrées. Voilà, cette année, pour l'instant, le top, c'est Super Mario Bros. Avec 7 millions, pour te donner un ordre d'idée. Ok, et vous avez dit combien? 20 millions. 20 millions, 22, 22 millions. Moi, je dirais 16 millions. 16 millions, et bah c'est Julien le plus proche et qui remporte le premier point. À savoir que c'est exactement 20 634 793 entrées. Tricheur. Et à savoir qu'avec les ressorties qu'il y a eu, il est quasiment à 22,3 millions d'entrées avec les ressorties. Donc James Cameron, le boss. Ensuite, deuxième question. Le premier film français, c'est quoi? Le C'est premier bienvenu chez les C'est bienvenu Ch'tis. chez les Et c'est Owen qui gagne le point parce que Non, mais- il est le plus proche et seulement à
200 000 entrées de Titanic, il faut le Ouais, savoir. mais je savais bien qu'il était à 20 millions. Il est à 20 489 303 entrées. Moi, j'ai C'est toujours dit que incompréhensible. Danny Boone était plus sexy que DiCaprio. Oh, le duo Cadmera de Danny Boone. Ça Wow. vend plus de rêves Ça vend Kate plus de Winslet rêves et que DiCaprio. Kate Winslet et DiCaprio sur un bateau. Donc, ensuite, donc on a eu les 2 premiers. Maintenant, il en reste 8 dans le top 10. Je vais vous demander si vous pouvez me les citer. Il en reste 8 dans le top 10. Là, c'est 1 point par film trouvé. Alors, vas-y, balancez, on voit. Intouchable. Intouchable, c'est 1 point en plus. Il est 3ème avec 19,4 millions d'entrées. Avatar. Avatar, il est 6ème avec 14,6 millions d'entrées. C'est un 2e point. Vas-y, Fred. Fred, J'ai essaye. envie de dire des films français. Est-ce que Léon, ça peut être dedans, genre? Non, il n'est pas dedans. Mission Ah oui, Cléo. et je vous annonce que tous les films du top 10 ont tapé les 14 millions. Mission Cléopâtre. Mission Cléopâtre, en effet, un 3e point pour Owen, qui est 8e, Mission Cléopâtre, avec 14,5 millions d'entrées. Avengers Endgame. Non, Infinity War. non, il n'y a aucun Marvel. Ah. Je vais vous annoncer, il n'y a aucun Marvel. Et Star Wars épisode 7. non plus, il n'y a aucun Star Wars. Alors, je vous annonce, du coup, sur les 10, il y a 5 films américains, 4 films français et un film italien. Le dîner de con. Non. Et La donc- vie est belle. Non. Et donc pour l'instant, on connaît 1, 2, 3, 4, 5 films sur les 10. Donc Jurassic World. non plus. Film italien, je sais pas, Cinéma Paradiso. Non plus. Ouais, je sais, c'est un peu compliqué quand on sait pas, mais... Alors pour l'instant, donc on sait le top 1 et 2, Owen m'a donné le top 3. Et quelle année genre le film le plus ancien? Le film le plus ancien date de... alors, sortie américaine... Alors... Autant en emporte Autant le en vent. Voilà, le vent. putain, déjà rien qu'avec ça, je savais que j'allais vous avoir. Autant on emporte le vent, 14,563, qui est pas loin au-dessus de Astérix Mission Cléopâtre. Donc 4e point pour Owen. Et donc il nous reste le top 10, le top 9, Le docteur Givago. Non. Alors il nous reste top 10, top 9, Le Parrain. top 5 et top 4. Non. Mais quand tu dis italien, oui, c'est vraiment italien. Ah c'est oui, pas- le film est italien. C'est pas un Il était une réalisateur. fois dans l'Ouest. Oui, bien Yes, joué. joli. Avec 14,8 millions d'entrées, 3e point pour Julien. Donc il nous reste le 4e film, le 9e film et le 10e film encore. Là. Alors le 4e, c'est un film français. Le 9e, c'est un film américain. Et le 10e aussi. À tous les coups, le film français, c'est une comédie, mais tu sais, des années 2000 qui a cartonné. Non, il y a un film Non, qui est, parce que L'Ours. tu l'as déjà donné. Ouais, c'est L'Ours, Mission non. Cléopâtre. Non. Alors La Grande Vadrouille, c'est avec un gros duo, un gros duo des années 60. La Grande Vadrouille, tu viens de dire. Un gros duo des années 60. Mais tu viens de dire, avant, t'as dit le titre. Ah, merde. La Grande Vadrouille. La Grande Vadrouille. Alors là, c'était vraiment pas voulu du tout. C'était vraiment. Je l'ai même pas remarqué que je l'ai dit. Est-ce que j'ai un point parce que j'ai relevé ton lapsus? Si tu veux. Ah, ah. Il profite des erreurs de l'adversaire. Alors, il nous reste le top 9 et le top 10. Le top 9, c'est un film qui a été remaké 2 fois par son réal. Voilà. C'est un Hitchcock. Non, c'est pas un Hitchcock. Mais c'est un film. C'est comme Hitchcock qui a fait parfois 2 fois de ses films. Là, pareil. Godzilla? Bah non, Non. je suis con. Et C'est si- des films hyper connus. Et si vous. Pas Funny Game, non. Non. Ouais, voilà, justement. Ouais. mais Non, non. Je disais. Et si vous voulez le top 10, c'est un film qui est sorti il y a pas longtemps. Un remake qui est sorti il y a pas longtemps. Non, c'est un Ah film oui, qui est ça, sorti il c'est y a pas un longtemps. Mais Ça, c'est l'autre. Le Roi Lion. non, vraiment, quand je dis il y a pas longtemps, c'était l'année dernière. Avatar 2. Ouais. Ah, Voilà, il a La fait. vidéo un, Il a mais- fait tout juste 14 millions Putain, d'entrées, bah 14 alors, 14 Owen. millions 537 entrées. peut être Avatar 2. Et donc, le dernier, vous l'avez pas vraiment Non, si, On si, va le on va trouver, l'avoir. on va le trouver. Donc Un film c'est- qui a été remaké 2 fois par son réal. C'est faux qu'on n'arrive pas à trouver Euh, Alors que c'est ultra. Bah, y a plein cinéma y a plein classique. d'exemples, y a C'est plein- cinéma classique hollywoodien. Les 10 commandements Les 10 commandements, voilà la J'allais dire version. Star is Born, La mais- deuxième version, donc avec Charlton Heston, qui a fait 14,2 millions d'entrées. Ah oui, mais Cécile Voilà. B2000, il a remaké une fois. Enfin, il l'a remaké une fois. Il a Ouais. fait 2 fois. Il l'a remaké. Oui, c'est ça. Je me suis peut-être Oui, mal tu exprimé, l'as un mais peu en mal gros, il a exprimé. fait Tu devrais- 2 fois. Tu devrais donner un point à tout le monde, je pense. Ça Parce revient. que t'as dit remaké 2 fois. Il a fait 2 fois son film. Ouais. Ouais. Tu devrais surtout me donner une bière. Attends, c'est pas fini. Attends. Alors, si on fait un petit récap des points. Non, non, mais tu peux. Owen tu est peux- à non, mais tu peux 6, continuer. Julien est à 4 et Fred est à 0. Eh, j'aime pas ces jeux, les gars. C'est de l'estimation après là. hein. Alors, on va parler ensuite des films des autres continents plutôt que américains et européens. Donc, à savoir que le film asiatique qui a fait le plus d'entrées en France, c'est La Fureur du Dragon avec Bruce Lee, sorti en 74. Et je vous demande avec combien d'entrées, vous estimez avec combien d'entrées? 12 millions. 13 millions. 8 millions. Et bah, c'est Owen le plus proche parce que c'est 4 millions. Oh, tout juste. Pas dis donc. Et à savoir que le film africain ayant fait le plus d'entrées, c'est Les Dieux sont tombés sur la tête avec combien, selon vous? 6 millions. 2 millions. J'allais dire 2 millions, donc je vais dire 3 millions. Il a un tout pile, Julien.
Oh, Il a un tout pile, je lui donne 2 points. C'est 6 millions. Le monde est contre moi là. ou t'es nul. Tu vas chialer? Allez, d'autres chiffres. Allez, selon vous, combien de films ont dépassé la barre des 10 millions d'entrées en France? 32. Ah, ok, 32, 22. 22. 14. Et bah, c'est Fred le plus proche avec 26. Oh, il a gagné. Ah bravo, merci du renseignement. Heureusement que tu es là. C'est pas celle-là que tu C'est voulais. pas le bon, ouais. Attends, je peux te. C'est de la merde. En fait, il y en a aucun. Oui, il y en a aucun En fait, qui fonctionne. il y a que des jingles pour te foutre la honte, quoi. Genre, aucun Un pour te peu. dire bravo. Bah ouais. Faudrait Mais changer on- ça au prochain Là, DCP. au prochain, je vais mettre Dora qui fait c'est gagné. Ok, ah, c'est marrant, j'aime bien. Voilà. Donc pour donner pêle-mêle, à part ceux qu'on a déjà cités dans le top 10, il y avait donc Ben Hur, Les Visiteurs, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, Cendrillon, Cendrillon le film d'animation bien sûr, Le Cornio, Star Wars épisode 7, Les Bons Étroits, Taxi 2 et Le Roi Lion qui fait la performance d'avoir le film d'animation et le live action avoir dépassé le 10 millions d'entrées. Voilà. Ok. Donc ensuite, combien de films ont dépassé les 5 millions selon vous? Les 5 millions d'entrées? 45. 73. Ouais. 56. Et bah c'est Owen le plus proche, mais malgré que ça, tu es très loin, c'est 243. Ah oui. Ah oui. Et donc là, je vais vous demander combien ont dépassé le million d'entrées, et là, va falloir taper fort. Hein. 2500. Ok. 3266. 3200. 6232. C'est Fred le plus proche avec 3998 films qui ont dépassé le million d'entrées en France. Bravo. Quasiment 4000, voilà. Et ouais, ça fait beaucoup. Et ouais. Donc en ce qui concerne le démarrage, c'est-à-dire le nombre d'entrées sur la première semaine, le top 3, donc je vous le donne, donc Bienvenue c'est les Ch'tis, c'est le premier avec 4,3 millions d'entrées. En deuxième, c'est Les Bons Étroits avec 3,9 millions d'entrées. Et enfin, Star Wars épisode 7 avec 3,8 millions d'entrées lors de la première semaine. Et pour finir, le meilleur premier jour, le top 3, c'est Spectre en premier avec 850 000 entrées. En deuxième, Spider-Man 3 avec 804 000 entrées. Et enfin, le troisième, Taxi 2 avec 801 000 entrées lors du premier jour d'exploitation. Voilà, donc je me suis concentré sur les chiffres principaux, mais il y en a tellement qu'on pourrait faire un épisode 2 de ça, tellement il y a des chiffres, parce que j'ai pas parlé non plus du nombre du nombre de salles, de la durée des films, en fonction du nombre de semaines, enfin bref, il y a plein de chiffres que j'aurais pu vous donner. Et donc les résultats finaux, Fred, 2 points, déjà Julien 6 points, et enfin Owen 2, 4, 6, 8 points. C'est Owen qui gagne la bière et le respect de tout le monde, bravo. Ah bon, il la chauffe. Bravo, bravo. Après, tu peux donner une demi à Owen et une demi à moi. Ça fait une pinte et. Vous avez juste à avoir une Cronenbourg, c'est tout. Oui, j'ai pas dit laquelle, j'ai pas dit quelle bière. Oh, le Ah, merde. salaud. Voilà, franchement, j'étais le seul à applaudir Owen, c'est pas très exemplaire et pas très fair Non, play de pardon, votre part. hein. Ouais, moi j'allais pas m'applaudir. Tu vas chialer? Bah non, je chiale pas, je suis heureux. Ou je Ça peux- se voit. Je le ou faisais à moi-même en fait. Ou je peux pleurer de joie, mais. Ok. Donc voilà, merci à tous. Merci à toi Super. pour ces chiffres. Merci. Merci beaucoup. Jérém. On passe au débat et aux critiques, mes amis. Et en premier film, on va parler de un film qui dure 3h30, Killer of the Flower Moon. le dernier film de Martin Scorsese. Pourquoi vous êtes venu? Je bosse avec mon oncle. Et il vous fait peur? Non, lui, c'est l'homme le plus gentil du monde. Les ossages, leur heure est venue. Il faut que tu reprennes le contrôle de ta maison. Le pitch. Au début du XXe siècle, le pétrole a apporté la fortune au peuple Osage, qui, du jour au lendemain, est devenu l'un des plus riches au monde. La richesse de ces Amérindiens attire aussitôt la convoitise de blancs peu recommandables qui intriguent, soutirent et volent à autant d'argent Osage que possible avant de recourir au meurtre. Alors les gars, il a fallu se le bouffer quand même, c'est 3h30. Mais est-ce que c'était des bonnes 3h30 J'ai pas vu le temps passer, perso. Voilà, je voulais laisser la parole à l'expert Martin Scorsese pour dire que moi, je me suis un peu emmerdé. Je me suis beaucoup emmerdé. Oh, moi mon dos il a un peu souffert, mais mon esprit a adoré. Ok. Après je m'allongeais beaucoup, genre à droite à gauche. Donc dans là, le c'est un peu cinéma. team Owen Julien et Jérém Fred, on va dire. Je Ouais. pense que ça va être Après, ça, là. ouais. J'ai beau dire que je me suis emmerdé, j'ai pas dit que le film était mauvais. hein. Ah non, moi non plus, mais c'est quand même long, quoi. Enfin, Non, c'est très bien. c'est long, mec. Non, c'est très bien. Au bout d'un moment, j'étais en mode, ok, on a compris. Enfin, termine, quoi. J'en pouvais Et plus. bizarrement, le truc le plus long pour moi, c'était le dernier tiers. Ouais, Il est- bah, alors, ouais, moi aussi. Il Ouais, est ouais. peut-être dispensable, mais ça fait partie de Scorsese. En fait, Mais c'est Scorsese. oui, mais il veut aller au bout des choses avec ses personnages. C'est-à-dire,
si on veut, le dernier quart d'heure, c'est un peu le moment de rédemption de son personnage, c'est le cœur de son cinéma, donc c'est un peu long, mais il en a besoin. Mais je trouve qu'elle arrive trop tard justement cette rédemption. J'ai l'impression que tout le film c'est ça et puis à la fin tu vois, c'est dommage, non? Ça aurait pu arriver un peu avant et non? Bah, en fait, moi, il y a un truc sur lequel je peux pas critiquer Scorsese, c'est le scénario et la structure du scénario, parce que c'est un film ultra réel. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé, c'est documentarisé, c'est ultra précis en matière de reproduction des événements passés. Ok. Et du coup, la question c'est juste où est-ce qu'il décide de commencer et où est-ce qu'il décide de finir. Mais tout le reste du récit, c'est un condensé de choses qui se sont véritablement passées. Donc quelque part, moi, j'ai pas trop de problème avec ça. Anecdote pas mal, c'est que Scorsese, de toute façon, il fait beaucoup de films qui reproduisent des histoires réelles. Genre, t'avais Les Affranchis qui ont fait ça. Le Loup de Wall Street aussi. Hein. Exactement. Du coup, il a ce côté très proche du réel, documentarisation de faits avérés. Sauf qu'avec Les Affranchis, il changeait les noms, il changeait quelques petits trucs. Alors que là, avec cette histoire-là, c'est marrant, mais les noms des personnages, c'est exactement les mêmes que ceux de la réalité. C'est vraiment quasi genre documentaire. Du coup, ce côté ultra genre lancinant, lent et très factuel, ça me pose pas du tout de soucis devant ce film. Bah, de toute façon, tu le sens dès le départ, en fait. Genre déjà, t'as l'introduction avec ce côté très cinéma muet et carton, etc., qui va donner bien ce côté documentaire où tu vas enchaîner ces photos. D'ailleurs, je sais pas si c'est des photos de tournage ou s'il y a des photos réelles dans ce... Et là, c'est une bonne question à poser parce que même dans le film, il y a plusieurs actualités. Je suppose que les actualités qu'il a mis, c'est des actualités... Je crois que par moment, il y avait quand même des vraies archives, genre. J'avais l'impression je sais qu'à un moment, on voit les archives avec l'actrice, c'est Lily Gladstone. Donc on sait qu'il reproduit les archives. Moi, je pense qu'il doit avoir du vrai dans tout ce qui circule dès le départ. J'avais bien l'impression par moment sur certaines photos. Tu vois quand même une différence entre la photo actuelle et les anciennes, quoi. Il y avait quand même mais même quand le personnage de Niro il va au ciné, je pense qu'il a été récupéré des vraies actualités cinématographiques de l'époque. Connaissant le bonhomme qu'est Scorsese, je serais pas étonné non plus. Oui. Après, voilà, c'est vrai que le film est long. Il y a un choix très visible de style de narration qui se veut très lancinant, très... voilà, tu te poses et tu acceptes d'avoir de longues discussions entre deux personnages qui vont prendre du temps avant de donner leur dialogue. Mais encore une fois, genre, c'est presque au service d'un réel et d'un truc du quotidien qui fait que tout de suite, t'es dans le monde dans lequel on te projette. Et une fois que t'es dedans, t'es dedans. Déjà, si tu regardes vraiment toute une partie du film, c'est vraiment comment filmer le territoire osage en fait. Ça va être c'est les longs plans. Alors je sais pas si c'est des plans à la grue ou si c'est du drone qu'il a utilisé, mais t'as beaucoup de plans hauteur, t'as beaucoup de plans d'ensemble, tu vois comment est organisée la tribu et même la ville, l'espace de la ville en fait il occupe énormément de place. C'est-à-dire comment se déplacent les Indiens, comment sont-ils habillés, leurs coutumes, leur culture. Et d'ailleurs c'est super intéressant parce que t'as un parallèle qui se crée dès le départ et qui t'as presque l'impression d'avoir un tableau surréaliste anachronique. Tu vois des Indiens riches et des blancs pauvres en fait dans un côté en fait. Enfin, quand tu connais pas cette histoire, moi personnellement je connais pas cette histoire. Je pense que beaucoup de spectateurs ne connaissaient pas cette histoire de l'Amérique en fait. Et c'est assez choquant en fait de voir cet inversement des rôles. Ça fait vraiment anthropologie, tu découvres, en même temps que le personnage, tu découvres les coutumes, tu découvres tout ça, parce qu'en plus, le personnage, il connaît rien, parce qu'il revient de la guerre, etc. Enfin, il revient d'un truc ultra traumatisant, il revient, il découvre une nouvelle culture, etc. Alors que, il y a à peine 2 mois, il était à la guerre, lui, il était au front. Donc, vraiment, ça fait... J'ai pas ressenti ce degré d'anthropologisme, je pense. Oui, c'est ça, c'est le terme. Depuis Midsommar. Après, il y a quelque chose, de toute façon, moi, ça m'a fait beaucoup penser à sa manière dont il filme New York de manière générale. Il y a Mean Street évidemment, mais il y avait pas mal aussi la valse des pantins. T'as un côté, la valse des pantins, il y a un moment où t'as De Niro qui se déplace dans la ville, enfin c'est vraiment New York en fait. C'est-à-dire qu'il a posé sa caméra, t'as des passants qui passent et il filme De Niro dans la foule et là tu ressens aussi ce côté-là. Comme disait Jérémy, très anthropologique. Mais je reviens un peu à ce que tu dis, les plans très larges de haut. C'est pas mal parce qu'au début du film, les plans très larges et très d'ensemble qui te montrent les plaines, par exemple, t'as ce plan au début du film qui te montre vraiment l'ensemble du terrain de William Hale. Ouais. Et qui s'étend à des kilomètres. Et c'est beau. En plus, le plan est beau. La photographie est très belle. Voilà. Et plus t'avances dans le film, plus ça se perd ce côté ça décloisonné. Ça se referme. C'est ça se referme. Et en fait, le dernier acte, pour moi, il est génial parce que justement, tout se passe en cage, dans un tribunal, dans des endroits très serrés, très clos, avec des personnages. Il y a la scène où DiCaprio se retrouve confronté au personnage de Brendan Fraser, où t'as littéralement une dizaine de personnages qui sont vraiment collés les uns des autres dans une pièce ultra serrée, dans le noir, avec un DiCaprio qui est écrasé par tout le monde, et t'as ce côté vraiment de étau qui se resserre, mais en même temps d'environnement qui se resserre autour d'un peuple, de 2 peuples, et c'est ce qui en fait une des métaphores les plus intéressantes du film, je trouve.
Mais c'est pour ça que je trouve que l'introduction, elle est vraiment incroyable. Vraiment, cette scène où tu as DiCaprio qui arrive, vraiment caméra super fluide, caméra quasiment portée à l'épaule. Il se faufile dans Dans la foule. dans la foule, dans la ville. Dans cette ville très western, c'est mouvant, tu retrouves la musique rock'n'roll qui est propre. En fait, tu sens vraiment la vivacité du lieu. Et là, après, tu vas vraiment avoir un contraste de fou avec la fin du film. Oui. On peut dire qu'il se faufile. Oh putain. Oh la vache. Non, Tu voulais la placer celle-là, on est d'accord. Bah, elle m'est venue d'un coup, là, je me suis dit, tiens, elle est pas mal celle-là. D'ailleurs, pendant que tu parles du plan, il y a un truc moi qui m'a sauté aux yeux. Enfin, je sais pas, quand vous voyez, il arrive dans la ville. Ensuite, il est emmené en voiture pour voir son oncle. Et je sais pas si ça vous a tilté, mais le plan où il arrive en voiture, il va pas de gauche à droite, mais de droite à gauche. Et je sais pas pourquoi, moi, je trouve que c'est très gênant à l'écran quand tu vois une information qui vient dans le sens inverse. Parce que Et t'as ça l'habitude, ouais. notre habitude de lecture qui est. Voilà. Et du coup, c'est vraiment, tu sens à ce moment-là l'arrivée en fait d'Ernest Buckhart, donc de Leonardo DiCaprio, qui vient créer la déstabilisation en fait dans cette communauté. Pas mal, j'avais pas vu. Qu'est-ce que t'avais vu, Fred? Rien, moi je t'ai dit, le film, je crois que j'ai pas réussi. 3h30, au bout d'un moment, j'avais le cerveau éteint, je regardais, je faisais c'est beau un hibou. Après, Et voilà, tu vois. bien que j'ai dit que je me suis ennuyé quand même, je trouve le film exceptionnel en termes de montage, parce que Scorsese, il a toujours un montage que je trouve incroyable, avec toujours la même monteuse depuis des années. Il y a des fulgurances dans le montage qui sont incroyables, il y a des plans qui sont magnifiques, mais vraiment, les plans au moment où la ferme de King, là, elle est en feu, enfin, Oui. c'est magistral. Ça m'a rappelé un peu Les Moissons du Ciel, quand il y avait le truc un Ouais, peu je vois de quoi tu parles. la ferme en feu et tout, ouais, ça c'était cool. C'est vrai que ce passage était sympa. Mais après, je comprends la longueur sur certains arcs de l'histoire. Par exemple, toute la partie où Lily Gladstone, sans spoiler, est au lit. Ouais. Je pense que c'est assez Oui, clair pour ceux oui, qui ont vu le oui, film. oui, bien sûr. Ça dure bien peut-être 1 heure, Mm. où Lily Gladstone ne fait que être au lit. Mhm. Et t'as pas l'impression que les choses avancent de son côté. En plus, à ce moment-là, t'as vraiment une forme d'enquête qui se joue avec le personnage de Jesse Plemons. T'as le personnage de DiCaprio qui se met à stresser. Et là, effectivement, tu ressens une sorte d'arrêt de l'avancement de l'histoire, mais en même temps, c'est tout plein de choses qui se préparent pour le Après, climax. c'est pas forcément gênant cet arrêt dans l'histoire. Au contraire, je trouve que tu sens vraiment la souffrance de Lily Gladstone en fait dans tout ce passage-là. Et vous étiez comment par rapport à DiCaprio, son personnage? Est-ce que vous étiez un peu en empathie ou pas du tout ou... Ce qui est intéressant en fait chez Scorsese à ce niveau-là, c'est que ces personnages, ça va être les affranchis ou le loup de Wall Street, je trouve que c'est les meilleurs exemples, c'est que c'est des personnages qui vont atteindre une sorte d'apogée. Donc tu retrouves vraiment le même schéma, que ce soit Ray Liotta dans Les Affranchis qui atteint l'apogée, la richesse, tout ce que tu veux, puis jusqu'à la chute. Pareil avec le personnage de Leonardo DiCaprio dans Le Loup de Wall Street, tu vois l'immense argent, à la fin il perd tout. Et en fait là ça va être pareil, mais en fait tu as toujours une sorte de pathétisme, c'est-à-dire que les personnages te font de la peine et tu les prends d'une certaine manière en pitié. Et là c'est pareil avec DiCaprio, tu vois que son amour est sincère, mais en même temps, c'était dès le départ quand il se lance dans cette entreprise, ça peut pas bien finir. Et en fait c'est un personnage qui est dans le déni total et qui en plus de ça, son personnage est quelqu'un de sot, c'est un idiot DiCaprio qui est totalement sous contrôle de son oncle. En fait Scorsese n'essaie jamais de pardonner ses crimes, en fait il te donne un portrait pathétique. T'allais dire, Non, Jérôme mais oui, quand t'as parlé de ça, ça m'a fait pop, mais c'est vrai qu'en plein milieu de la séance, j'ai fait, mais putain, c'est Les Affranchis. Sur plein de points, j'ai fait des rapprochements et j'ai fait, mais oui, enfin, j'ai l'impression de revoir des arcs narratifs des Affranchis. Mais je vois pas ça comme un défaut, moi au contraire. Ah non, je vois non, ça comme justement, comme une moi continuité. j'étais en mode, mais waouh, c'est. Et moi, il y a un élément que je trouve intéressant avec le personnage de DiCaprio, c'est que c'est très rare de se retrouver devant un film où le personnage principal n'est jamais véritablement directeur du récit. C'est-à-dire qu'il est systématiquement victime actif, toutefois, de ce qui se passe à l'écran. Donc tu le vois agir, tu le vois faire des choses et parfois prendre des décisions, mais tu comprends pendant les 3h30 qu'il n'en est jamais vraiment c'est pas lui qui dirige ce qui se passe dans le film. Et c'est intéressant d'avoir ce genre de récit dans lequel le personnage que tu suis est systématiquement poussé par des forces que lui, il accepte ou il accepte pas, il est obligé d'aller dans ce sens-là. Mais du coup, tu devrais aimer les films des frères Safdie, mec. Good Time, Uncut Gems, c'est vraiment le même truc. C'est pour ça que ce film-là, je sais pas, j'ai pas eu le même truc avec par exemple Good Time où t'as Pattinson qui tombe en enfer et genre le mec il peut plus rien contrôler, je sais pas, j'avais pas ce... Good Time, ça m'a pas plu par exemple comme film. Ok. Après, je l'ai vu il y a longtemps, je l'ai plus trop en tête, mais ça m'avait pas marqué. Mais ouais, c'est vrai que t'as quelque chose de l'engrenage en fait chez Scorsese.
Le meilleur truc d'engrenage que tu peux trouver chez Scorsese, c'est After Hour. C'est vraiment After Hour, le base, c'est juste un mec qui veut rentrer chez lui, qui a oublié ses clés et ça part en couille. Il passe toute une soirée, à la fin, il est victime d'une chasse où les gens veulent vraiment sa peau dans les rues de New York, alors qu'à la base, le mec a juste oublié ses clés. Et après, c'est très comédie After Hour. Et là, chez Scorsese, tu retrouves pareil dans Killer of the Flower Moon, vraiment cet engrenage. En fait, dès le départ, DiCaprio, il veut pas épouser Molly, c'est ça, c'est Molly. Ouais, il veut pas épouser Molly pour son argent ou quoi que ce soit. C'est son nom qui lui dit, si t'es sur elle, profite, tu pourras avoir un bon héritage. Et c'est ensuite que l'engrenage se commence. Ouais, puis en vrai, les personnages, quoi qu'il arrive, c'est que le couple de base, quand tu le vois, ils sont un peu attendrissants aussi. C'est-à-dire que t'as envie de les voir bien finir. Ils ont pas des points communs, mais ils ont des points d'accroche qui font que t'as envie de les voir ensemble et de les voir bien finir. Mais ça qui était marrant dans le film, c'est que par exemple, ils se construisent une famille, ils filment jamais les enfants. T'as un peu ce truc aussi en même temps, il y a un amour entre les deux, mais en même temps, on montre pas leur amour. Enfin, c'est très. Et tu vois pas tellement de ton passé. Après, c'est pas un défaut, mais. Non, mais c'est bien justement, mais ça te crée une sorte de frustration. Tu te dis putain. Justement, c'est ça qui est bien sur la famille, c'est que tu retrouvais par exemple dans Les Affranchis vraiment des gros moments familiales très proches de la mafia. Et là, en fait, ça prend un peu le contre-pied de ça, parce que justement, tous ces moments de famille où on devrait les retrouver ensemble, en fait, les plans sont contaminés. En fait, tu retrouves tous les blancs, en fait, tous les amis en fait de Niro qui sont là. En fait, ils contaminent le plan. Et même le plus intéressant, c'est vraiment si tu compares la scène de mariage au début où donc tu as vraiment une partie, tu as les blancs de la communauté, tu as les indiens de la communauté, le plan de baptême, tu n'as plus aucun indien en fait dans le plan. Ils sont totalement exclus du plan. Et je pense aussi au gros plan séquence là qui rentre dans la maison, qui doit cohabiter tout le monde. Oui, je pense à ça aussi dans scène de famille, c'est ça. Tu as vraiment une contamination du plan. Mais pour en revenir à cette histoire d'absence d'enfant, en plus, c'est curieux parce qu'un des derniers rebondissements du film, la révélation que Jesse Plemons a à faire à DiCaprio, je pense que vous l'avez en tête si vous avez vu le film. Bien sûr. Elle inclut un personnage qu'on n'a pas du tout vu dans le film, mais la simple performance de DiCaprio et de Plemons et même de De Niro qui est dans les parages dans cette scène-là, moi ça arrive à me faire un peu mal au cœur. Ok. Oui, on est d'accord que DiCaprio et De Niro font une putain de performance. Alors après, j'ai vu beaucoup si tu regardes, alors que ce soit dans mon entourage ou surtout dans la critique presse, le jeu de Niro se fait flinguer, de DiCaprio, pardon, excuse-moi, le jeu de DiCaprio se fait flinguer. Ah oui, c'est quoi les arguments? Qu'il en fait beaucoup trop, qu'il essaie d'imiter Marlon Brando, qu'il a ce côté très... la moue. Ouais, la moue. Attends, très, le film c'est très... Ouais, moi ça m'a pas spécialement dérangé, mais je me demande ce que vous en avez pensé du coup de sa performance. Ah non, moi je la trouve incroyable. C'est vrai que je me rappelle pendant le film, je l'imitais. Genre, ça m'avait tellement marqué que pendant le film, c'est comme ça. Bah oui, Est-ce que c'est pas la marque des grands acteurs, ça? Tu vois, t'imites les mimiques qu'ils font. Moi, je pensais que c'était Florence Pugh pour moi. Il y a que Florence Pugh qui avait fait ça dans Midsommar. J'avais oublié, tu vois, après Robert De Niro, DiCaprio. Moi, j'ai trouvé ça exceptionnel. En plus, je trouve qu'il n'y a pas d'autres acteurs qui seraient capables de faire ce style de performance parce que c'est une direction d'acteur qui, évidemment, pendant 3h30, on dirait qu'il va péter un câble, qu'il va pleurer. Il a le regard larmoyant à chaque fois. Mais ça, c'est une décision de Scorsese. Et DiCaprio, simplement, il livre une performance qui est ultra juste et ultra précise. Et genre, on peut trouver ça too much, mais ça, c'est un choix artistique plus qu'autre chose. Parce que finalement, DiCaprio, il fait ce que personne d'autre saurait faire, du bon DiCaprio. Après, je trouve que De Niro l'éclipse. Parce que De Niro est tellement bon. Charismatique. Ce qui est impressionnant, c'est que De Niro a 80 ans. Dans ce film, tu lui en donnes 15 de moins, en fait. Il a une forme, il a une façon de jouer. Genre, il passe de l'oncle attendrissant à la pire des raclures, en fait. Et il le fait d'une manière, mais incroyable. Et puis, ouais, c'est les moments où il est attendrissant, il arriverait presque à te faire... Même sa scène finale, tu vois. Ouais, tu pourrais presque le croire alors que tu sais qu'il ment pertinemment. Moi, en tout cas, je trouve que c'est le meilleur film de cette année. En tout cas, moi, c'est mon préféré avec Babylone. Mais j'ai pas eu d'immense coup de cœur cette année. Mais en tout cas, c'est un film devant lequel je suis... C'est pas être obligé, mais genre, c'est factuellement, à mon sens, un très très grand film. Mais ça peut être un très grand film, mais qui t'est pas touché, tu vois. Ouais, mais il m'a pas touché au plus profond de mon cœur, mais j'ai beaucoup d'admiration, c'est surtout ça, en fait. Il provoque de l'admiration. Et ouais, faut aussi parler du jeu de Lily Gladstone, qui était... par contre, pour moi, c'était le jeu qui m'a le plus marqué. Pour une actrice, en fait, qui est pas du tout connue, qui a vraiment un début de carrière, qui a fait que quelques films, elle a joué pour Kelly Reichardt. Farsko. Ouais, notamment, et elle a pas une grande carrière. Enfin, elle est promise à une grande carrière, là. Je l'espère pour elle, en tout cas. Mais je me souviens pas d'elle dans Farsko. En même temps, j'ai dormi pendant une demi-heure devant Farsko. Mais oh ouais. Mais franchement, oui. Et puis surtout, avoir une actrice d'origine amérindienne, ça fait plaisir parce que, dans un monde hollywoodien très dominé par les Blancs, c'est cool. Ouais, depuis Prey, il n'y avait pas eu ça depuis Prey. Et... Ouais, le truc de Predator, là. Ah oui, sur Disney+. C'est ça. Et un dernier truc que j'ai trouvé intéressant, peut-être, c'était vraiment ce qui s'est demandé. Est-ce que beaucoup disaient, oui, c'est le premier western de Scorsese. Et c'est ça, est-ce qu'on est sur du western par du western? En fait, pour moi, c'est
c'est vraiment qu'un habillage. Pour moi, on serait même plus dans un contre-western. Parce que le principe du western, c'est toujours la construction de la civilisation américaine, c'est son développement, etc. Et là, au contraire, il va parler plutôt de la barbarie du crime. Et je trouve que ce glissement sémantique, il se fait au début, on est sur du film de western, la ville, les Indiens, tout ça, et ensuite on retourne dans le monde des gangsters, en fait. Et là, tu passes vraiment sur cette sémantique... Ouais, non, et juste pour revenir vite fait à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que d'abord t'as des grands espaces, etc., et après tu te renfermes petit à petit, j'ai peut-être compris le sens du dernier plan du coup, puisque là il revient sur des hauteurs, et sur des hauteurs, et peut-être c'est un retour au fait que il y ait plus tout ça autour d'eux, et puis voilà, je vois ça peut-être comme ça. Mais pour conclure peut-être avec cette histoire de genre, avec Scorsese, qu'importe le genre, en fait le genre n'est qu'un prétexte, parce qu'au final ce que tu regardes c'est un film de Scorsese. Et Ouais. qu'importe que ce soit une comédie, que ce soit un film de mafieux, que ce soit un drame, que ce soit un film sur Jésus-Christ, dans le fond, il y a une patte qui est tellement imprégnée et tellement dans le style du réalisateur que tu t'en fiches un peu de ce que Ouais, tu vas bah voir ça- en forme de genre, tu sais que tu vas voir du Scorsese. Bah, ça reste l'humain, en fait, son centre principal. Du grand Scorsese. Scorsese. On dirait un truc sur une affiche qui pourrait avoir sur une affiche du grand Scorsese. Comme d'habitude. Avec entre parenthèses, comme d'hab. Est-ce qu'on a conclu avec Killers of the Flower Well, vas-y. Les chiffres Ouais. Moi si tu voulais l'annoncer, mais... Bah non, Alors, bah, ok. est-ce que ça marche, Jérémy? Alors, bonne question. Alors, à savoir que le film, c'est un film Apple original de base, et co-distribué par Paramount, budget 200 millions. Et alors, le premier week-end US, il a fait 23,2 millions de dollars de recettes. Premier des nouvelles sorties, mais je tiens à préciser qu'il n'y avait pas grand-chose ce week-end-là en face. Mais il était quand même derrière le concert de Taylor Swift qui était en deuxième semaine d'exploitation et qui cartonne aux États-Unis. Je tiens à dire que ça fait des records, le concert de Taylor Swift. Enfin, donc le cumul à l'heure actuelle, on est à 35,6 millions aux États-Unis et en cumul mondial, on est à 56,8 millions. Voilà. En France, la première semaine FR, il est à 418 140 entrées, donc quatrième du box-office de la semaine et troisième des nouvelles sorties de la semaine derrière Une année difficile et Les Trolls 3. Donc du coup quatrième parce que le premier, c'est toujours la Pas de Patrouille qui défonce tout le box-office. Oui, je tiens à placer Pas de Patrouille, le film Pas de Patrouille tant que je peux. Viva la patte patrouille. Et voilà. Film suivant, messieurs. Oui. On passe à Saw 10 ou Saw X de David Grueter. Alors, Grete. Grotert pour moi. Ok. Saw Saw X. 10 de David Grueter. Kevin. Kevin Grueter. D'après ces scanners, la tumeur n'a jamais été retirée. Il me reste combien de temps? Quelques mois, au mieux. J'ai encore tellement de choses à accomplir. Bonjour à tous. C'est l'heure. On va jouer à un jeu. Vous avez tous prétendu me guérir. Moi, ce que j'ai prévu pour chacun d'entre vous est bien réel. Le pitch, mesdames et messieurs. Atteint d'un cancer, John Kramer se rend au Mexique afin de subir une opération expérimentale capable de guérir sa maladie. Mais il découvre que tout ceci n'est qu'une escroquerie visant des malades vulnérables et affligés. Animé d'un nouveau but, le célèbre tueur en série retourne à son œuvre et va prendre sa revanche sur des escrocs dans un terrible jeu dont il a le secret, à travers des pièges toujours plus machiavéliques et ingénieux les uns que les autres. Important de préciser, cet épisode se situe entre le premier et le deuxième film, et fait donc revenir encore une fois le personnage de John Kramer incarné par Tobin Bell, mais dans une histoire qui s'intègre plus ou moins dans le récit global de Saw. Parce En que- fait, c'est Saw Mexico Edition. Oui, puis c'est vraiment un petit bonus, Saw. C'est vraiment... C'est vraiment un petit bonus. Ouais. Tu pourrais Ça regarder sent. l'entièreté de la saga sans celui-là, tu t'en ficherais. Et en fait, tu pourrais même regarder celui-là sans avoir vu le reste de la saga, que tu t'en ficherais aussi. Voilà. Parce qu'il se regarde plutôt bien. Donc, juste précision, Kevin Grotert, du coup, le réal n'est pas à son coup d'essai, parce que c'est le monteur des films Saw 1 à 5, Jigsaw, et qui a monté celui-ci, et qui a réalisé les deux films les plus marrants de la saga, parce que c'est Saw 6 et Saw 7, voilà. Je les aime bien. Mais ils sont pas marrants pour leur titre, ils sont marrants pour leur contenu. Moi, ils sont marrants pour leur titre, mais... En tout cas, c'est un mec qui est là depuis le début. Quoi. Voilà, qui le a mec, toujours suivi la voilà. saga. Et À savoir qui a- que c'est un film où il y a beaucoup de personnes qui reviennent, parce que Charlie Clouser a fait la musique de tous les films Saw qui est là, donc voilà. Puis il y a même certains personnages Bah déjà, oui, qui refont leur apparition. Donc, On peut le dire parce que la bande-annonce, il le montre, non? oui, le personnage de Amanda. Amanda, oui. Ouais.
le personnage d'Amanda qui est l'associée de John Kramer, une des associées, parce que John Kramer, le principe, c'est que le personnage... Il a plein de disciples. C'est ça, c'est qu'en fait, il choisit un peu ses victimes, dans le sens où ses victimes ont des problèmes sociaux ou personnels. C'est des petits cons. C'est ça, qui méritent en soi une punition. Quand même. Ils ont une épreuve souvent très physique et qui s'apparente à de la torture physique personnelle. S'ils en sortent vivants, ils se sentent redevables envers John Kramer parce qu'il leur a ouvert un peu une sorte de rédemption et du coup ils se mettent au service du monsieur. Donc là on se retrouve avec un film où il y a pas mal de gens qui sont au service de John Kramer et il va punir justement des arnaqueurs. Ça reste quand même du saut très classique. On se lance alors, ouais. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Bah, écoutez, moi j'ai pas vu le film, et j'ai vu aucun Saw, donc vendez-moi du rêve, donnez-moi envie de regarder Saw. Bah il faut pas commencer par Saw 10. Enfin, Ouais, ce serait pas logique de commencer une saga par son 10e volet à vrai dire. Mais c'est dommage parce que bah en fait moi j'ai beaucoup repensé à ce film et je commence à de plus en plus le détester finalement. Ah, le détester? Bah juste ça me Et fait bah, chier. tu vois, c'est ce que je pensais à la fin de la séance. Je me suis dit, au retour de séance, là, Ouais. quand on va y réfléchir, on va. En fait, on va non, finir c'est par juste le tester. que, effectivement, c'est beaucoup mieux que Jigsaw que j'avais vu et qui était vraiment ignoble et tout. Mais ça tape pas le niveau de Saw 1, ni du 2 et du 3. Et je trouve ça hyper dommage. Il faut qu'on soit un peu plus dur avec Saw, quoi. Et là, en fait, j'ai repensé au truc et mec, bah, on va en revenir. On en avait parlé un peu. Il y avait plein d'arguments. Mais par exemple, le fait que le film ne se passe que dans un lieu, que ça change jamais. On parle aussi du filtre Mexique. Le fameux. fameux filtre mec, Mexico. Il y a des films, il te met des filtres Mexique, mais il tente des trucs, tu vois, il joue avec les couleurs. Là, c'est vraiment, il a ouvert le film sur un logiciel de montage, il a mis un filtre Mexique et c'est tout. Genre. Le filtre ne s'appelle pas filtre jaune, il s'appelle Filtre Mexico. Non, mais vraiment, et c'était ignoble, genre vraiment, il faut en parler de ça. du Et- filtre jaune. Ouais. Ok, c'est bien. Parlons-en. Du coup, le filtre jaune, messieurs. Parce que si on prend un billet d'avion, on va au Mexique, on voit la vie en jaune ou. Non, mais c'est vraiment, mais c'est abusé quand même. Ils se sont pas dit ça en faisant le montage. Non, bah après, en fait, le film, moi, je le trouve un peu con, mais genre, j'ai de la tendresse parce que c'est un bonus, c'est un petit cadeau, C'est quoi. un petit bonus, mais bon. Ils te le vendent comme le retour de Saw 10, waouh, incroyable et tout. Ouais, et- évidemment, il faut faire de la thune, mais bon, c'est. C'est pas vendu comme le retour aux sources de la saga, justement. Justement, Ah moi bah si que c'est ça, j'avais vu. putain, J'avais vu ça, moi. J'avais vu que Ah c'était ouais un retour aux sources et que justement, on fait plus d'erreurs comme les précédents, on fait un film comme les premiers, quoi. Non, mais après, moi, je trouve qu'il a réussi assez simplement à adopter la pensée Saw. Genre, c'est-à-dire que t'es pas dépaysé quand tu le regardes, t'as pas l'impression d'avoir affaire à quelque chose de nouveau. Justement, grâce au fait que le réal, il est déjà fait tout, quasiment, qu'il ait tout le temps été là, que la musique, ce soit toujours le même compositeur. Enfin, il y a toujours ce montage à la sauce, cet esprit Saw, j'ai envie de dire, avec ce montage, avec au moment où t'as les pièges, tout ça, avec beaucoup de caméras en mouvement, de plans très Ouais, cut. ils reprennent le truc de Saw. Mais de manière lisible, parce que je trouve que dans certains volets, comme l'épisode 4, que je trouve être une ignominie pas possible, le film est incompréhensible visuellement. Alors que là, celui-ci a l'avantage d'être un peu propre, t'arrives à comprendre ce qui se passe à l'image, c'est dégueu, mais t'es là pour ça. Mais justement, ça on en avait parlé aussi, c'est que finalement les scènes sont pas non plus si marquantes. Ah oui, J'avais pas je ce vois truc, aucun piège qui va me marquer. Ouais. Il y a Ouais, quand c'est même pas des faux. sauts, il y a des trucs qui m'ont vraiment dégoûté, et là vraiment aucun. Mais même sans que ça te dégoûte, tu vois, dans chaque épisode, il y a au moins un piège vendeur, tu vois. Là, ils ont mis ça sur les affiches, le truc avec les yeux, mais désolé, moi, ça m'a pas Ah marqué. non, pas du tout. Ça m'a pas marqué. Non, effectivement, mais en fait, c'est pas un très bon saut de base. C'est pas un très bon film, en fait. Non, mais évidemment, on parle de saut, messieurs. Mais. Saw 1. Saw 1 est Saw- par tellement contre, Saw 1, incroyable. c'est incroyable. Ah oui, pardon, Julien. Saw 1. On en Le parlera- premier. On en parlera un petit peu on après. en parlera un peu après. Ça marche. Mais là, on a quand même affaire à un film qui a des rebondissements plus ou moins saugrenus, mais qui en soi te font faire oh, mais avec un peu de. Il y a un côté ludique que je trouve que assez plaisant. Puis on en parle aussi du début quand même. Qui Bon, prend ouais, 1000 voilà, ans, je quoi. voulais qu'on Ouais. reprenne dans l'ordre parce que Le début. le premier tiers, enfin toute la partie je suis malade, faut que je trouve je vais au Mexique faire mon truc, je découvre que c'est long. C'est long. Ça dure 40 minutes. Ça dure 40 minutes Ça sur dure un film de 40 2 heures. minutes. J'ai Et- regardé le premier piège, en fait le jeu, donc c'est-à-dire en général Saw, c'est un jeu qui dure tout le film. Le jeu commence au bout d'1 heure de film, Ouais. alors que d'habitude les films durent 1 heure. À la moitié du film, quoi. Donc, Ouais, tu c'est vois, vrai que celui-ci est plus long que les autres. il Enfin, dure 2 heures pour rien. hein. Ouais. Mais j'aime bien. Puis John Franchement, Kramer. tu pouvais couper sur le premier tiers, tu pouvais John couper Kramer, tu facile m'avais 20 dit un minutes, quoi. super bon truc là. Qu'est-ce que Vas-y. j'avais dit sur John Kramer? Bah le fait que John Ah oui. Kramer. Bah oui, aussi, ça j'avoue c'est con. Ouais. C'est que John Kramer est un tueur en série, entre guillemets, parce que factuellement il ne tue jamais ses victimes, mais l'intelligence du premier, c'est que on te présente pas vraiment le personnage. C'est-à-dire que le personnage n'est qu'une entité qui survient de temps en temps dans le film, mais qui n'a pas de personnalité propre. Dans celui-ci, John Kramer est
le héros du film. Le good guy. Ouais. C'est vraiment ça. Alors que dans le premier, même la première trilogie, ils ont l'intelligence de dire que ce qu'il fait apporte des bonnes choses, mais ça tue aussi des gens. Donc du coup, ta morale à toi est un peu mise en doute. C'est toi qui décides si ce que Jigsaw fait est bien ou pas. Dans Saw 10, John Kramer, c'est plutôt un bon gars. Il est plutôt sympa. C'est ça. Il aide les gosses. Il C'est est vrai qu'il gentil. il a le droit à 40 minutes de début vraiment pour te montrer de la pitié pour lui et puis après t'es en mode ah le pauvre. Alors que j'ai pas envie d'avoir de la pitié pour un tueur en série, je suis désolé. Enfin, C'est ça, et surtout en fait le film a jamais vraiment la lucidité de remettre en cause les agissements de Jigsaw, c'est-à-dire que ce qu'il fait est légitime. ouais, Logique. légitime, c'est ça, ouais, c'est ça. C'est- Pour le film, ce qu'il fait, c'est légitime. Avoir de la pitié pour un psychopathe, ça peut être aussi hyper intéressant. J'en viens à parler d'autres films, mais genre The House That Jack Built de Oui, Lars von Trier, d'accord. tu vois, il y a Oui, aussi mais des trucs le- super cool. Là, le- bon, c'est juste un petit Oui, mais film. désolé, Kevin Grottard n'est pas Lars von Trier, excuse-moi. Oui, Ouais. et puis là, dans House of Jack Built, on te met en phase avec le fait que le personnage est vraiment odieux, c'est vraiment un sale enculé. Et là, c'est vraiment genre, regardez, il est tout gentil, il aime cet enfant, regardez, Non, et puis- il joue au foot avec lui. Et puis c'est un peu con à dire aussi, mais John Kramer punit des gens qui s'en sont pris directement à lui. Alors que d'habitude Très dans personnel. les autres films, c'est ça, c'est que là c'est limite une vendetta qu'il fait. Alors Ouais. il te fait passer ça pour, oui mais ils ont besoin d'une leçon et ils ont droit à une seconde chance. Non, Alors c'est que- juste de la vengeance, Non, là. c'est mec, juste une personne. Ouais. C'est ça. Mais pour revenir au premier, oui, le premier est vachement intelligent dans le sens où ta propre moralité joue sur ta perception de ce qui se passe à l'écran. Donc forcément, t'es plus ou moins impliqué et plus ou moins en mode il mérite ce qu'il a ou il le mérite pas. C'est ce qui en fait d'ailleurs un thriller avec un suspense vraiment très haletant, vraiment intéressant. Ouais, parce que le premier n'est pas vraiment un film d'horreur ou torture porn, je ne sais quoi, c'est vraiment un thriller. hein, Oui, c'est- et puis c'est un faux huis clos. C'est-à-dire que là, dans Saw 10, tout se passe dans une même pièce. Vraiment, la dernière heure, c'est... Tu n'en sors absolument jamais. Dans Saw 1, tout se passe dans une salle de bain, mais t'as énormément de flashbacks, t'as une structure narrative qui est quand même vachement complexe, mais vachement intéressante. Ça nourrit bien le film et ça, voilà, C'est ça ça. devient pas ennuyant quoi. Parce que les révélations qui se passent en temps réel dans la salle de bain entrent en écho avec des flashbacks et avec des enquêtes extra-digétiques par rapport aux personnages principaux. Donc voilà, c'est la petite recommandation. Et le twist final est absolument merveilleux. C'est... Oui, dans le premier saut, alors que. Puis le 2 et le 3, ça va, il y a des petits twists aussi sympas. Ouais, de toute façon, c'est la formule de Saw Le scénario, ouais. d'avoir le twist final un peu saugrenu. Dans les deux premiers, ça marche très bien. Le troisième, moi, je commence déjà à me dire Et dans que Saw 10, ça- c'est une catastrophe. Pardon. Ouais, mais Saw 10, il y a des Saw twists. 10, c'était, ça se voyait quoi. T'es en mode, Ouais, ah puis oui, le bah film oui. n'a pas de fin, en fait. C'est-à-dire Oui, que C'est ça. le film se finit T'as avec oublié- ce merveilleux fond jaune Mexique et avec écrit en gros Saw 10, Oui. comme si c'était une comédie musicale ou je sais pas quoi. The End. Genre, tu sais, t'as les personnages qui quittent la pièce main dans la main dans un film Dans, jaune Mexico. et qui vont vers la lumière du soleil béni, qui bénit l'image. Ouais. Enfin, vraiment, c'est. Ah, franchement, John Kramer. Bon, là, on qu'est-ce donne qu'on pas aime. envie, mais oui, regarde ça. Mais oui, Merde. alors, juste pour terminer sur Saw 10, le truc qui peut être intéressant, c'est que John Kramer a un peu pris à son propre piège par des personnes qui sont encore plus salopes que lui. Bon, ok, mais comme je l'ai dit à la fin de la séance, je trouve ça totalement con qu'ils veulent lui faire un de ses propres pièges, alors que c'est lui qui les a conçus. Ils sont totalement cons, les gars. Enfin, excuse-moi. Oui, Ouais. tu veux lui faire du mal, mais d'une, tu sais même pas à quoi ça sert. Tu lui donnes un piège, tu sais même pas à quoi ça sert, tu sais même pas comment il est fait. Et d'autre part, c'est lui qui l'a conçu. Bien sûr qu'il sait ce que ça va être et ce qu'il attend. Oui, puis c'est... Et pour te dire, et pour te montrer, oui, ouais, c'est vraiment des salauds. Bon, bah, on va faire du mal à un gosse. Enfin, Ouais, c'est ça. C'est la première fois qu'on voit un gosse dans un saut. Enfin, un gosse qui se mange, il y a quand même des qui se gosses, mange, ouais. qui se mange un bon gros piège dans la gueule. Saw 2, quand même, bon, le pauvre gamin, quand même. oh, c'est un- Ouais, il est c'est un adolescent. Il est Il est un adolescent. ado, oui. Là, c'est Là, un c'est gamin, là. Un dernier truc aussi, revenir sur Saw 10, c'est du coup, toutes les scènes un peu gore, torture porn. J'ai l'impression que en 2023, il y a eu tellement de films d'horreur qui ont genre réinventé plein de trucs, qui font vraiment mal. C'est-à-dire qu'il y a des films, je regarde des scènes de gore et ça me fait vraiment mal. Et là, j'ai l'impression que Saw, c'est vraiment resté au stade des années 2010, tu vois. Oui, et par contre, on en parle de la scène ultra risible de la corde Ouais, voilà. Ah, la avec, corde. avec Oh là un là. putain d'intestin. Ah, c'était génial. Ouais, on c'est- s'est marré dans la Mais salle. on était hilar. En fait, je pense pas que c'était l'effet qui était voulu. Alors, Oh, peut-être. si, je pense que si. Peut-être, mais franchement, on était hilar. Mais tu vois, MacGyver, sur ce saut, j'ai pas eu ce truc, genre vraiment, tu prends des coups, genre il y a plein d'autres films d'horreur, j'ai l'impression que c'est génial, genre Terrifier, ou plein de trucs maintenant qui vraiment osent vraiment mais te rentrer dans l'art, et là j'ai l'impression que Saw, quand même, c'est Saw, quoi. C'est C'est le Saw, la putain de saga de torture porn, mais ça... C'est le MacGyver intestinal. Exactement. Mais ce que tu dis, ouais, par contre, moi, en vrai, j'ai un peu fait la grimace quand j'ai vu certaines scènes, mais après, ça Non, fait, moi ça aussi, fait longtemps que j'ai j'avais vu un j'avais film. pas cet impact niveau son, par exemple, tu vois, le torture porn, ça marche bien avec le son, là, je sais pas, au son, il y avait pas de... C'est vrai. Bref, c'était un peu décevant. On Voilà, recommande je- pas clairement Saw 10, mais voyez les Saw 1, 2 et 3, c'est déjà pas mal. Voilà. c'est Bon, très le bien. premier.
Le premier Et au le moins. 2-3, allez. Et 2-3 si vous avez envie. Allez. Et C'est bon, moi je les ai vus, hein. et Saw 7 aka Saw 3D parce que c'est pour la déconne, ça par contre. Ah ouais, Saw 3D. Non, Saw 7, c'est Saw 3D. Oui, en oui, soi. oui, c'est ça, oui, Ouais. c'est ce que j'ai dit. Aka Saw 3D. Ah oui, pardon. Bah, oui. Chapitre final. Non, mais c'est vrai que juste pour la 3D, le Saw, Saw 3D. Pour les effets 3D que tu vois pas en 3D, Et- c'est un pur nanar. C'est une petite merveille de fun et de bière avec ses potes. Ah, je l'avais montré à mon meilleur pote. En sortant du film, il m'a dit c'est un chef-d'œuvre. Mais il le disait très sérieusement. Toi, t'avais faim après Saw 10, tu m'avais dit. Ouais. T'avais la dalle. Ah, j'avoue, j'ai bien mangé. Est-ce que c'est lors de la séance qui a fait ça ou c'est juste parce que vous êtes le film? Ah, je t'avoue que moi, la scène des tripes. Oh la tripaille, Il avait envie de partir à Caen, manger ses meilleures tripes là. Les chiffres ou pas? Oui, bah oui, si tu veux, les chiffres. Alors, budget de 13 millions de dollars pour ce 10. C'est pas. Bah, c'est comme pas tous les films de la saga qui coûtent pas énormément Ah, ok, cher en ok. effet. Donc le premier week-end d'US c'est 18,3 millions de dollars. Donc premier de ce week-end-là on avait déjà parlé parce que c'était le même week-end qu'est sorti The Creator. Là au cumul US il est à 48,6 millions de dollars et en cumul mondial il est à 81,5 millions. Donc vu que c'est un film à 10 budget il s'est bien sûr facilement remboursé. Et c'est pour ça qu'on aura peut-être droit à un énième suite spin-off de Saw. Et en ce qui concerne la France, donc le premier jour c'était donc mercredi, c'est 59 642 entrées précisément, troisième des sorties du jour derrière 3 jours max, et le film dont on va parler maintenant, second tour. Second tour. Juste une dernière aparté sur Saw 10 et les chiffres. Je crois le meilleur score qu'a fait Saw, la C'est saga, Saw c'est le 3. 3 en Avec France. 100... Non, Enfin, en mondial, total. en mondial, pardon, oui, Il c'est me le semble que 3. c'est 180 millions de Alors, le box-office. film a beaucoup de films, alors Saw 2, 3, même 4, je crois, ont dépassé les 100 millions internationaux, C'est ça. 100 millions mondial. Mais je le vois bien faire un très bon score, voire être le meilleur de la saga. Là, ça fait quasiment un mois qu'il est sorti aux US, donc il va pas énormément faire plus, là, je pense. Hein. Ah, Il va ouais. taper les 50 millions US peut-être, mais après, est-ce qu'il va taper les 100 Pour moi, il ne tapera pas les 180 millions de Saw 3, hein, je pense. Hein. D'accord. Il en est trop loin pour ça maintenant. Ok, très bien. Et ben, on va rattraper la jolie transition que nous avait Ouais, offert ouais. Jérémy avec second tour d'Albert Dupontel. Pourquoi, même pas encore élu, le candidat nous cache déjà quelque chose? Je vais pas faire ce que les gens qui financent ma campagne ont prévu. Et pourquoi? Si je le fais, ça va tout casser encore plus. L'air, l'eau, le sol. Ils sont trop forts, trop puissants. Ils me lâcheront plus même quand je serai élu. Second tour d'Albert Dupontel, de quoi ça parle? Alors c'est un journaliste, une journaliste politique en disgrâce placée à la rubrique football, Mademoiselle Pov, qui est sollicitée pour suivre la campagne présidentielle en cours. Le favori est un quinquagénaire héritier d'une puissante famille française et novice en politique. Troublée par ce candidat qu'elle a connu moins lisse par le passé, Mademoiselle Pov se lance dans une enquête aussi étonnante que jubilatoire. C'est cool second tour en vrai. Moi je découvre Dupontel avec ce Voilà, film. son tout Tu premier découvres film. du Pontel. Ouais. Ouais. Ok. Bah, Moi, moi c'était j'aimerais mon- bien. C'était quoi toi? C'était ton premier ou pas? Non, moi c'est mon deuxième. J'avais vu Adieu les cons. Ouais, comme toi aussi. C'était mon deuxième. J'ai Mais- vu Au revoir là-haut, Adieu les cons, et du coup, celui-là. Ok. J'ai l'impression que beaucoup de gens ont commencé à s'intéresser à Dupontel avec justement à partir d'Au revoir là-haut. Ouais. Alors que quand tu regardes les films qu'il a fait avant, bon, il y a Bah, Bernie qui est très connu, voilà, il y a 9 le mois- créateur. 9 mois ferme, le Le créateur. créateur qui a l'air vachement rigolo, où c'est un Enfermé film. dehors. Le créateur, c'est un film où Dupontel il écrit une pièce de théâtre, mais il a oublié d'écrire sa pièce de théâtre. Et elle doit être représentée dans 3 semaines. Ça a l'air vachement drôle. Ok. Voilà. Mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être une coupure entre ces films-là et Au revoir là-haut, non? Il y a eu un peu. Il y a eu combien de temps entre Au revoir là-haut et ses précédents? Au revoir là-haut, c'est quoi, 2017? Alors, 9 mois ferme, c'est 2013, et je crois que Au revoir là-haut, 2016 c'est ou 2017. Ouais. Ouais, c'est Ah ça. ouais, non, Adieu c'est les toujours cons, c'était 2020. C'était Ouais, non, c'est année, toujours un année peu du confinement. il a toujours un peu la même période de réalisation et tout. Mais je crois, après, je l'ai pas vu, mais je crois qu'Au revoir là-haut a cette forme de scission, dans le sens où c'est pas un film. C'est une adaptation, quoi. De Pierre Lemaître. Ouais, et puis apparemment le film est moins rigolo et un peu plus. Ouais, il est très sérieux. Ouais. Il y a Ok. des pentes d'humour, mais il est plutôt sérieux. Alors que second tour, même si voilà, il y a une intrigue qui pourrait très bien coller à une intrigue de thriller ou de drame, il le prend dans le sens de la comédie un peu rocambolesque, mais assez fun. Bah écoute, le football, ça occupe une grande partie dans ce second tour. Quand est sorti second tour? C'était ce mercredi. Et qu'est-ce qui s'est passé ce mercredi aussi? Il y avait PSG Milan. Il y avait PSG Milan, mais alors vous allez me dire, mais pourquoi je parle de PSG Milan? Vous allez comprendre. Donc, ce mercredi, le Paris Saint-Germain accueillait l'AC Milan
pour le 3e match de poule de la Ligue des Champions. Et pour cette rencontre, le collectif Ultra Paris a sorti un sublime tifo de avec Jean-Paul Belmondo. Magnifique. Un super tifo de Jean-Paul Belmondo. Donc Jean-Paul Belmondo avec le t-shirt du PSG. Et il arborait un revolver. Donc c'est la reprise de la célèbre affiche Du professionnel de Georges Lautner. Et il y avait cette phrase: je les ai dans le viseur comme Belmondo. En face, il y avait un diable aux couleurs de l'AC Milan. Et donc, pourquoi je fais cette digression ? Parce que le début du film de Dupontel, c'est un hommage à Belmondo. Il y a un petit écriteau, ce film est dédié à Belmondo. Donc je me devais de reparler de ce match, parce que d'un côté, on a eu un des plus bels hommages à Jean-Paul Belmondo fait par le club de la capitale, et de l'autre, plus qu'un raté, une insulte, le film de Dupontel. Voilà, vous aurez compris, j'ai sévère. pas du tout aimé le film de Dupontel. Ah ok, ah oui, pardon. Oh, le tacle est sévère. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Déjà, il va falloir argumenter, là. Par rapport à Adieu les cons, est-ce que Adieu les cons, t'as déjà... Adieu les cons, j'ai pas aimé non plus. Ok. Mais pas pour les mêmes raisons. Parce que Adieu les cons, autant je trouvais qu'il y avait plein d'idées, et il y a des choses que j'ai pas aimé dans les deux films qui se retrouvent. Mais je trouvais que Adieu les cons, c'était un film raté dans le sens où en fait il partait avec une bonne base, et en fait dans son dernier tiers, en fait il se foirait dans son propos, dans son discours et tout, et en fait il gâchait son travail. Là, second tour, je trouve que c'est un raté total. Ok, genre. Mais voilà, malheureusement, ça se voit que Dupontel, il veut faire des choses bien, ça se voit qu'il est sincère. Oui. J'ai pas envie d'être méchant avec Dupontel, parce qu'il est pas méchant, tu vois. Juste que toi, ça te parle pas, quoi. C'était mauvais. C'était très mauvais. Mais c'est un cinéma très naïf, ce qu'on se disait avec Owen, c'est que c'est très genre. Tu regardes ce film, t'as l'impression de voir une sorte d'Amélie Poulain un peu. C'est de l'ordre de la fable un peu contemporaine. Moi, c'est ça que j'adore en fait. Du coup, moi j'ai adoré Second Tour. En fait, j'y vois un style vraiment atypique qui, à certains aspects, dans la manière dont c'est filmé et éclairé. Je sais que vous aimez, enfin par exemple Fred, toi t'aimes beaucoup ce côté très rouge, enfin très orangé avec les écrans derrière. Ça se voit que le mec c'est fait tout le film en studio, enfin tu vois c'est très graphique. Attends, je peux aller au bout du truc. Ouais, vas-y. Mais je peux comprendre qu'on puisse trouver ça complètement risible pour le coup. Oui, mais alors, du coup, je tiens à préciser, quelle séance j'ai été ? J'ai été à la séance MK2 Bibliothèque avant-première en présence de l'équipe du film et de énormément de monde de l'équipe du film, ce qui était très agréable. Annonce, parce que je suis dans les chiffres, il annonce 1300 plans truqués sur le film, Dupontel, et je trouve que, donc du coup, pour revenir sur le fait, trucage, tout ça, truc de la fable, je trouve qu'il arrive à te le faire en un plan, le plan de la bagnole au tout début, où tu rentres dans la bagnole, t'as le rétro, tu fais un retour arrière, tu vois. Je trouve que, rien qu'avec ce plan, tu comprends dans quel univers t'es pas dans un univers ultra réaliste, t'es dans un univers un peu onirique, avec les transitions qui vont avec après dans le film, par exemple la transition avec l'aigle, voilà, tout bonnement. Totalement moche, mais qui est génial. Ignoble et inutile. Mais je crois qu'il le sait en fait, il en a rien à foutre. Il y a quelque chose dans le style où tu sens qu'il se fait plaisir. Et moi, en règle générale, et ça fait du bien. Même quelque chose qui manque de sens, si je sens que le réalisateur a pris un certain plaisir et qu'il a décidé de partager ce plaisir, non seulement j'ai envie de lui pardonner, mais en plus je l'accepte son plaisir. Tu vois moi, tu vois, Dupontel, le truc, c'est pour moi, il a la caméra. En plus, ce mec a énormément de références. C'est pour ça que quand j'y suis allé, j'avais le souvenir d'Adieu les cons. Mais j'avais quand même si j'avais pas aimé Adieu les cons, j'avais vu que le mec avait une fibre cinématographique. Le mec a vu des films, le mec connaît le monde du cinéma. Et donc là, quand je le vois faire ses plans, j'ai juste l'impression, il se dit, faut que je fasse un plan de caméra, faut que je fasse une comédie, mais qui sorte un peu de l'original, qu'on se dise, ah oui, c'est pas une comédie, c'est pas la comédie basique d'Annie Boone, la comédie basique c'est pas 3 jours max, quoi. Voilà, c'est pas 3 jours max c'est pour pas se faire comédie des Christian films, Clavier qui sort une fois tous les ans. Non, là, c'est un film Dupontel. Et du coup, je vais faire des plans de caméra. Donc ça va tourner, on va faire des travelling avant, travelling arrière, boum, on va en haut. Sauf que ces plans n'ont aucune utilité. Ils ont même pas de sens cinématographique. Il y a vraiment une scène, c'est la scène où t'as Cécile de France. C'est le moment où elle va récupérer la fameuse couverture médiatique. Donc on l'appelle, elle va dans le bureau du patron. Et t'as la caméra qui se met à tourner entre les deux. Et ça tourne, et ça s'arrête pas de tourner. On ne sait pas pourquoi il fait tourner sa caméra, ça n'a pas de valeur cinématographique, valeur de plan. Est-ce qu'il veut montrer une déstabilisation ? Est-ce qu'il veut montrer un doute ? Ça n'a pas de sens. Mais c'est vrai que toutes ces choses-là, je les ai constatées pendant le film. À l'inverse, encore une fois, moi j'y trouvais un plaisir, quelque part, genre, ne serait-ce... Alors, c'est peut-être un peu désuet et naïf, comme on dit, mais ce côté très, pas vouloir faire comme les autres, mais un peu méchant garçon, mais méchant garçon tout lisse, ça provoque ma tendresse, quelque part. Peut-être que on pourrait dire qu'il arrive à faire revenir le spectateur dans un état d'enfance et d'onirisme. On pourrait dire ça. Avec la manière dont il fait les flashbacks. Avec Adieu les cons et ce film-là, c'est toujours le même truc, c'est des flashbacks. Par contre, au niveau des flashbacks,
C'était pas beau, les flashbacks qu'il fait dans le film, ils sont toujours aussi moches, mais il y avait quelque chose du coupage, décollage qui rappelle l'enfance. Et j'avoue, ça avait un petit intérêt. Et puis, tu vois, ça parle de l'enfance. Là, on parle de rapport à l'enfance, mais dans un récit de second tour et de corruption politique et de lobby assez défaitiste. Alors, certes, c'est très naïf et très... Il y a les méchants, il y a les gentils. Donc, un peu con-con. Mais moi, je trouve ça cool. C'est cool. Je sais pas, moi je trouve que c'est trop. C'est même pas que ce soit naïf, parce que tu peux faire quelque chose de naïf qui soit bien. Genre, tu prends Romain Gary, La vie devant soi. C'est écrit très naïvement parce que c'est écrit d'un point de vue d'un enfant. Pourtant, c'est super bien comme roman. Mais là, c'est juste naïf, mais c'est naïf. Albert Dupontel, à la cinquantaine quand même, il te pose un regard d'adolescent en fait sur la politique. C'est très. C'est ça, il y a les gentils. Il y a les méchants. Et en fait, mais c'était le même problème avec Adieu les cons, c'est que chez Dupontel, on nomme jamais les choses. D'un côté, c'est les cons, et là, c'est les fils de pute, c'est les salauds, c'est eux, c'est le système. Mais c'est qui le système ? Parce que c'est juste dire c'est des gens en cravate et c'est eux les méchants, bah c'est un peu facile quand même. C'est vrai. Mais la tendresse. Je pense que c'est un gars qui son scénario, il sait très bien que c'est très manichéen, très cliché et tout. Lui, il veut juste s'amuser dans la mise en scène, faire des trucs un peu loufoques et voilà. Non, puis à vrai dire, moi, la scène, alors, je ne spoil pas, mais la scène qui inclut un ralenti vers le final où quelqu'un marche vers la foule, moi, j'ai ressenti un souffle en matière de montage et de procédé qui, personnellement, m'a fait ressentir de l'émotion. Et je ressens pas souvent ça en vrai dans de la comédie française. Je suis d'accord pour ce dernier plan, mais parce qu'au niveau de ce dernier plan, il a une idée de base. Et là, si vous voyez à la fin de ce dernier plan, à la fin de cette marche, la caméra tourne. Sauf que là, elle tourne, ça a du sens, puisqu'il est face à une foule. Il y a un événement qui se produit, et le fait de faire tourner la caméra, ça permet d'annoncer l'événement et de faire comprendre la sensation de cet événement. Ce qui, dans le reste du film, est gratuit et souvent très artificiel. Tu parlais des plans truqués. Bah, c'est ça, en fait, on a toujours l'impression, on n'a jamais de décor naturel, tout est faux, on a l'impression d'avoir du fond vert partout. C'est pas grave. Je trouve ça moche. Et justement, est-ce que... Ça a coûté 33 millions d'euros, ce film. Non, attends, 33 millions. Moi, j'ai 13,2 annoncé, moi. Moi, j'avais 33 millions. Ah bah, on n'a pas les mêmes chiffres. Je me suis peut-être gouré, mais si tu me dis 13 millions... 13 millions 2. Même 13 millions 2 pour ça... Après, moi, justement, genre, là, tu fais ce parallèle entre les plans qui sont complètement désuets, bêtes et sans sens, et le plan, justement, dans cette scène qui est très lourd, très pleine de sens. Est-ce que, justement, le rapport entre l'onirisme infantile et la confrontation à une réalité qui est très froide et très dure, est-ce que, justement, ce propos-là s'étend pas jusque dans la mise en scène ? Est-ce que c'est pas voulu, même si c'est un peu con ? Ça peut être voulu, mais je trouve que ce qu'il en résulte... Après, voilà, on pourrait aussi dire de la même manière, Dupontel veut faire un film anti-système. Or, il n'y a pas plus dans le système que Dupontel. Je veux dire, c'est un réalisateur césarisé, c'est un réalisateur... Enfin, si tu vois les critiques presse, à part la presse un peu spécialisée, type Première, Critica, Cahiers, qui le démontent, et quelques journaux type Libé ou Le Figaro, globalement, tout le monde dit que c'est un très bon film. Mais c'est pas lui qui décide la réception du film. Mais justement, ce que je dis, c'est que c'est ça, on pourrait dire que c'est le mec qui est dans le système, et du coup, vu qu'il est anti-système, il fait exprès de rendre un film moche, inconfortable, etc., pour montrer qu'il serait contre le système. On pourrait le voir de cette manière-là aussi. Je peux comprendre. Vous vouliez dire ? Non, moi après j'aime bien Nicolas Marié, donc j'étais content de le voir. Ouais, ça peut se comprendre. Non, en vrai, en plus, moi, les gags, j'ai rigolé à quelques instants. Le caméo de David Marsay. Voilà, et je voulais en parler, le meilleur caméo de l'année. Mais le caméo de David Marsay. Petite dédicace à Benjamin Griveaux pour ceux oui, qui suivent la bien politique. sûr. Mais moi, j'ai souvenir d'avoir rigolé, mais je sais plus c'était quel gag. Mais c'était surtout l'acolyte là du coup de Cécile de France. Ouais, du coup, Nicolas Marié. Ouais, voilà. Moi, je trouvais ça. C'est ça. Non, mais puis même en règle générale, il y avait des gars qui fonctionnaient, mais je ne les ai plus en tête et ça m'énerve. Moi, il y a un gag qui m'a marqué, mais bon, voilà, tu as un gag où c'est Cécile de France qui met son téléphone dans sa culotte. Ah oui. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? À un moment, Nicolas Marié récupère le téléphone et la blague, c'est quand même, tu pourras arrêter de mettre ton téléphone dans ta culotte parce que ça sent le pipi. Attends, c'est vrai ? Oui. Je me rappelle même pas de ça, genre. Tu vois, là, ça. Ah ouais, ok. Pour moi, c'est pas très drôle. Mais tu vois, genre Adieu les cons, par exemple, j'avais adoré quand c'était sorti, mais c'est vrai que c'est un film que j'ai un peu oublié. Et je pense que ce sera le même truc pour second tour. C'est que tu passes un bon moment en mode de oh, ça rappelle l'enfance, nanana. Et puis voilà, tu passes à autre chose et t'oublies Dupontel. Faut voir. Mais moi, ça m'a grave donné envie de regarder. Mais tant mieux. Parce que c'est quand même au moins. Je critique Dupontel, mais au moins il a un univers qui est à lui. Et c'est toujours intéressant.
Ça se comprend tout à fait, ce genre de... Après, en tant qu'acteur, il est parfait. Tu devrais regarder Irréversible. Oh putain, il voulait le caser. T'as ton bingo, toi aussi, c'est ça? Tu veux caser des films, t'as ton bingo? C'est ça. Est-ce qu'on finit avec second tour sur les chiffres? Allez, donc du coup, même s'il y a eu un désaccord, je sais pas quelle source était la bonne, mais en tout cas, moi j'ai 13,2 millions de budget pour second tour. Et donc, vas-y, tu voulais dire? Non, mais bon, je vais mettre de l'avis de Jérémy, parce que Jérémy est meilleur en chiffres que moi. Donc, Non, mais après, je veux pas que mes paroles soient paroles d'évangile ou quoi que ce soit, hein, mais peut-être je me suis gouré dans la source, on sait pas, hein, mais en ce qui concerne le premier jour France, du coup, je vous ai dit qu'il était deuxième derrière 3 jours max et devant Sodif, mais du coup avec 126 044 entrées, voilà. On a fini avec nos critiques. Je vous propose de passer à un morceau. Ok, alors je vous annonce donc tout de suite un titre de LEM feat avec Manouké qui s'appelle Rough. Bonne écoute les gens. Je repense à tous ceux qui sont restés. La couleur du deuil est dans ma peau. À nos tours du monde qui ne resteront que des rêves. Je crois bien que le grand amour c'est que entre rêves. Je repense à tous ceux qui sont restés. La couleur du deuil est dans ma peau. Regarde la daronne, elles avaient rien. Même quand j'ai tout pris, j'en veux encore. C'est ton cœur qui choisit sa maladie. Deviens pas l'honneur est une langue morte. Je voulais sortir de force de la chrysalide. Là j'ai coupé aux larmes dans la cristalline. Je te raconte les débords d'une vie citadine où l'habit du moine ne fait pas son christianisme. Je vois les 8 violonistes sur le Titanic. Y a-t-il quelque chose que je ferais pas par intérêt? J'arrive devant chez toi et ton interprète blessé, auras-tu cette mentale atonie? Attends pas quelqu'un au chevet de ton lit. Toi tu prends tout ce qu'on te donne, t'es comme les toilettes. Expliquez pourquoi c'est aussi dur. Tu contractais le bras avant la piqûre. Tu faisais la mentale avant l'habitude. Tu t'es endormi au lieu de rêver. Mon corps supplie, ma tête ordonne. Moi je voudrais jamais de tes pardons. Même quand j'ai tout pris, j'en veux encore. Regarde nos darons, elles avaient rien. Eux ils nous voyaient comme des vauriens. Je repense à tous ceux qui sont restés. La couleur du deuil est dans ma peau. À nos tours du monde qui ne resteront que des rêves. Je crois bien que le grand amour c'est que entre rêves. Je repense à tous ceux qui sont restés. La couleur du deuil est dans ma peau. Regarde nos darons, elles avaient rien. Même quand j'ai tout pris, j'en veux encore. Mais où est-il le prestige? Si quand tu regardes derrière toi, tu tapes que des esquives. Au devant de tous tes vestiges. Gros, tu me donnes le vertige. Si demain je suis roi, j'ordonne qu'on te fustige. L'humain est très glauque en toute introspective. Préfère demeurer tout au creux de sa bêtise. Rechigne à faire face aux idées subversives. La terre est détruite dans tant d'histoires fictives. C'était mieux avant donc on rétrospective. Sauf que c'est devenu une philosophie. Beaucoup trop le disent comme parole d'évangile. En même temps c'est sûr, j'oublie qu'aujourd'hui on brise nos valeurs comme on change de chemise. Je repense à tous ceux qui sont restés. La couleur du deuil est dans ma peau. À nos tours du monde qui ne resteront que des rêves. Je crois bien que le grand amour c'est que entre rêves. Je repense à tous ceux qui sont restés. La couleur du deuil est dans ma peau. Regarde la daronne, elles avaient rien. Même quand j'ai tout pris, j'en veux encore. C'était LEM, Rough. Il est en feat avec qui? Avec Manouké. Manouké, c'est Fletty. Bah, il est trop stylé. Ouais. GG Fletty, tu passes à la radio. GG Fletty, tu passes à la radio, wesh. Et on reste dans la musique, les gars, parce que je vais vous faire un petit quiz. Un petit quiz de BO de film. Le truc, c'est que j'ai sélectionné des groupes et des artistes musicaux qui ne se font pas de films à la base. C'est-à-dire, c'est pas des compositeurs de musique de film, mais ce sont des musiciens, des groupes de rock, des choses comme ça. Et ça leur arrive de faire des BO de films. Alors, à la base, je voulais vous faire deviner si ces artistes avaient fait, oui ou non, des BO. Sauf qu'en fait, tout le monde fait des BO. Genre tous les artistes musicaux font des BO. Du coup, je vais vous donner des noms de groupes, d'artistes musicaux, et vous devez deviner pour quel film ils ont fait de la musique. Ok, donc vraiment l'album est fait pour le film, c'est pas... C'est ça, ils ont fait un album de film quand même. Ah, carrément. Classe. Donc si je vous dis, on va compter les points. Si je vous dis Daft Punk... Tron Legacy. Oh, il était long. Oh, il était long à venir. Je suis encore nul à ce jeu. Ok, tu notes les points ou... Ouais, on va noter les points. J'attends 2 films pour Phil Collins. Tarzan. Oui. Tarzan. Frère des ours. Fred, il a 1 point. Jérémy 2. J'y croyais pas. Prince. Oh putain. Non, c'est trop Prince, il a fait la musique, l'album d'un film dans lequel il joue. Ouais, je me connais tellement pas. Et c'est même le nom de l'album, c'est le nom du morceau. Oh là là. Purple. Oui. Purple Rain.
Oui, bah. Ouais, Oui, il l'avait, Julien l'avait. On partage le point. C'était allez. Non, je lui donne, Non, attends. C'était Purple Rain, le légendaire morceau Purple Rain. Voilà. Ouais, C'est une musique de film de base. Et le clip que vous trouvez sur YouTube, c'est un extrait du film. D'accord. D'accord. Adèle. Skyfall. Oui. Après, bien c'est joué. qu'un titre, hein, elle a pas fait la BO complète, quoi. C'est pas faux, mais c'est mon petit bonus. Toto. Alors, je sais qu'il y a Toto Africa dans Moonfall de Roland Emmerich, mais c'est tout, quoi. C'est pas ça. Ouais, bah, je me doute. Putain, je vois pas du tout. Alors, toi, Julien, tu devrais connaître, hein, franchement. Donne des indices. Ah, mais je me rends compte qu'il a pas vu le film. Donne des indices. Ok, c'est un film. C'est un film d'une saga dont on attend le deuxième. Dune de David Oui, Lynch. exactement. Oui, c'est l'un des seuls Lynch que d'accord. j'ai pas vu. Putain, il y a Toto dedans. Et oui, Toto fait la BO de Dune. Waouh. Voilà. J'ai appris un truc. Sachant que c'était Pink Floyd qui devait faire Ça dans aurait la été version mieux. de Jodorowsky. Ça aurait été mieux. Bah oui, parce que Pink Floyd est le meilleur groupe du monde. D'ailleurs, Pink Floyd a fait la BO pour 2 films. Saurez-vous dire The lesquels? Wall. Bah oui. Alors, The Wall. c'est un peu hors catégorie. Bah ouais, mais bon, C'est parce que c'est un album à la base. C'est l'album qui a été adapté en film. Par contre, ils ont fait la BO de 2 films pour un même réalisateur. Le réalisateur s'appelle Barbet Schroeder. En vrai, je vous en veux pas si vous l'avez pas. Je connais le réel de nom, mais les films qu'il a fait. Pourtant, le premier film est un grand classique du cinéma hippie. J'allais dire Easy Rider, mais non, puisque c'est pas Non. lui qui a fait Easy Rider. Donc, Non. Moi, je connais que R et Easy Rider. Bon, je vous les donne, les gars. Zabriskie Point et La Vallée. Ok, ouais. Ce sont des films sur le monde des J'aurais hippies. pas- La vallée, ça me dit quelque chose de nom, mais. Oh, la vallée. Oui, je pensais à la même chose, putain, merci, j'osais pas. Vas-y, continue. Queen. 2 films. Flash Gordon et. Putain. Et Highlander, putain. Oui, Jérémy, tu arrives à 5 J'ai monopolisé, ça se trouve, il les avait. Je joue avec Jérémy, en fait, ça sert à en rien. fait, j'ai monopolisé la parole, ça se trouve, il les avait et j'ai. De ouf, moi je l'avais trop, mec. Bon, Désolé. Fred, j'ai un peu d'espoir pour toi. R. Bah, R. Non, c'est pas Virgin Suicide. Bah si. Et bah Jérémy, tu vas repartir avec une bière aussi. ACDC. ACDC. Oui. Iron Man 2. Non. Ah, Ah oui, il y a ça. Ah Mais oui. ils ont fait qu'un morceau. Non, ils ont vraiment fait la BO complète d'un film. Une adaptation de Stephen King. Maximum Overdrive. Oui. C'est pas lui qui le réalise. Oui, c'est le seul film que King a réalisé. Évidemment. Mais Pauvre c'est aussi une réalisateur. adaptation de Stephen King. Je ne vous ai pas menti, messieurs. En effet. Simon and Garfunkel. Le lauréat. Oui. Ça va, Alors, Ah, j'irai te payer une bière ensuite. Merci. Jérémy, continuons alors. Arcade Fire. Ah non, ça je veux pas. Ah, par contre. attends, je connais ça, j'écoute. Oui. Mais après, je sais pas. Pourtant, c'est un film que vous aimez beaucoup, messieurs. J'aime bien, me pose pas que la question. Ok, Vraiment, parce donne que je l'ai donne des indices, comme ça on. L'affiche est rose. Barbie. Non. Dommage. L'affiche est rose. Oui. C'est un film américain. Oui. C'est rose. Oui. Pink. Hein Hein T'as dit The Voices. La C'est pas panthère rose. Non. C'est avec un moustachu. Un moustachu sur un fond rose. Pourtant, quand vous allez avoir le nom, genre vous allez. tout Attends, trouver. donne d'autres indices. Non, je veux l'avoir. C'est un film d'amour. Heure. Oui. Putain, mais oui, Ah. si. Ah oui. C'est Arcade Fire. Ouais. Eddie Vedder. Into the Wild. Oui. Ah non, par contre, je te jure que je l'aurais pas eu, j'aurais si tu pété l'avais pas un eu. câble. J'aurais pété un câble. Bon, j'ai épuisé tous mes noms. J'aurais dû prévenir que c'est le dernier Eddie Vedder. Mais oui. Du coup, Jérémy, tu as gagné une bière. Eh bah merci. On va aller se boire une Mais du soupe. coup, attends, tu devais une bière, et là, Il tu en dois donne. une bière. Bon, ça s'annule. Donc ça annule en fait. Ça s'annule. Donc personne ne boit et l'alcool est mauvais pour la santé. Buvez de l'eau. À consommer avec Buvez de l'eau. modération. Merci. Quoi Bah, quelle déception. C'est de la merde. Ah merde, c'est pas celui-là que je Ça a marché. Attends. Tu vas chialer? Ah bon. Eh ben, en guise de représailles, messieurs, nous allons passer au Joker. Et le Joker, c'est moi qui le choisis. Oh. Et oui, parce que le Joker, le principe, c'est que l'un d'entre nous a le droit de balancer le sujet qu'il veut, quand il veut. Non, pas quand il veut. Enfin, Au Joker. C'est au moment du Joker. Oui. Et j'ai décidé de parler encore de musique, parce que je suis un obsessionnel de la musique, du Si rock. tu parles de Pink Floyd, je me casse. Non, je rigole. Alors, Pink Floyd est prévu justement dans le corpus que je vous propose. Je me casse, ça y est. Parce qu'en fait, ça se fait de plus en plus dans le cinéma contemporain, je pense que vous l'avez remarqué, l'intégration de musique préexistante dans le mix général. Je parle pas de la bande originale qui est composée, mais vraiment de morceaux. J'ai pensé à ça quand je te voyais regarder le Continental, Jérém. Oui. Parce qu'il y avait tout le temps des musiques qui venaient un peu hériter le récit.
Et autant il peut y avoir ça dans Les Affranchis de Scorsese, autant il y a aussi ça dans Suicide Squad, autant il y a aussi ça dans le biopic sur Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody. Ah mais là c'est un peu logique. C'est un peu logique, mais je trouve que ça pose problème dans le film, justement. D'accord. Et je voulais savoir un peu quel est votre avis, quel est votre ressenti, si vous levez les yeux quand vous entendez de la musique extra-diégétique dans un film comme ça. Moi, ça dépend. Parce que je trouve que ça, c'est logique d'aller prendre, de pas forcément avoir un compositeur pour ton film. Je trouve que c'est bien d'aller trouver ses sources dans de la musique externe. Tu peux vraiment faire de la richesse dans ton film. Mais si tu prends un exemple où moi ça peut m'irriter, c'est l'exemple quand la musique elle va être totalement anachronique. Je mets entre guillemets anachronique parce que tu prends Peaky Blinders, c'est de la musique rock. Mais ça marche avec le caractère des personnages. Scorsese, c'est de la musique rock, mais c'est pareil, on en parlait avant, ça te donne la vivacité, etc. Mais par exemple, je sais que Gatsby le Magnifique de Baz Luhrmann, j'avais pas adhéré du tout. En fait, tu as de la musique contemporaine en plein 1920, c'est-à-dire que tu as de 1920, tu te dis que les mecs sont là, ils te disent « Êtes-vous prêts pour le concert de jazz ?» T'as de la musique de dance floor. Et Tarantino il fait ça aussi, pourtant ça passe. Par contre, j'ai revu Les Affranchis le lendemain qu'on a enregistré la précédente émission. Je sais que t'as kiffé. Ouais, enfin j'ai kiffé Les Affranchis. J'ai vu ta note. Mais justement, je me suis dit, putain, il y a un peu trop de musique à mon goût. Pourtant, mais bon, je t'avais dit, la tracklist elle est immense. Ouais, je sais, bah surtout tu le vois à la fin du film, pourtant il y a du Clapton, tu vois, donc forcément tu me mets Layla, la fin de Layla, je suis en joie. Mais c'est une des rares fois dans le film où je me disais pas, coupe le son. Peut-être des fois c'est mieux quand tu as une BO avec une, tu sais, t'as pas juste une musique, mais juste des airs musicales. Genre juste une mélodie qui revient. Ouais. Ça dépend, je pense, du type de film. Bah, si tu regardes un on film, en parlait, le lauréat c'est un peu ça, avec Simon Garfunkel. si tu regardes un film qui a genre pas vraiment, qui est pas fondé sur son scénario, mais plutôt la mise en scène, c'est hyper cool d'avoir plein de musique. Tu vois, moi je pense à Waves, qui est genre génial. Regardez Waves, film à 24, très peu connu. Bah tout le film en fait est une sorte de playlist, c'est-à-dire que t'as du Tame Impala, du Frank Ocean, du Radiohead, du Animal Collective et tout. Il y a plein de trucs. Et genre tout le film en fait est pas vraiment, c'est pas l'intérêt du scénario, mais c'est vraiment que du mouvement, que des gros plans. Le mec qui a fait ce film, il était apprenti de Terrence Malick. Du coup, il aime vraiment beaucoup filmer le mouvement. Du coup, je pense que utiliser des films un peu comme ça avec des grosses playlists de plein de musiques préexistantes, c'est cool. Mais effectivement, sur un film qui a un bon scénario, qui est bien construit, genre du Scorsese par exemple, t'as plein de musiques préexistantes, bah c'est chiant quoi. Alors moi, c'est pas tant le fait, comme Julien, que ce soit forcément anachronique. Moi, ça me dérange pas. Si c'est anachronique mais que c'est pertinent, je m'en fous. C'est quand c'est facultatif. Quand la musique, tu pourrais l'enlever, ça change rien au film. Ouais. Tu vois, je vais te prendre deux exemples qui m'ont marqué et les mettre en comparaison. Je trouve un film où c'est ultra pertinent, où c'est la base du scénar, c'est Baby Driver, et l'autre, où c'est totalement facultatif, ça en devient un effet de jukebox, c'est Cruella. Cruella, il y a des moments où je suis en mode, mais arrête avec ta playlist en aléatoire. Mais vraiment, t'avais à peine une musique qui s'arrêtait, t'en avais une autre qui enchaînait direct derrière, et j'étais en mode, mais arrête ton Spotify en aléatoire. Ne mets pas de musique pour compenser le fait que ta mise en scène n'a aucune saveur. Voilà. Oui. Ça me rappelle le premier Suicide Squad, en fait, c'était aussi ça, et ce qui est encore plus... le premier Suicide Squad, c'est qu'en plus, c'était un élément marketing, la musique. Le fait que t'avais une BO ultra contemporaine, je sais plus il y a qui honnêtement sur la BO. Bohemian Rhapsody a littéralement sauvé Suicide Squad grâce à la bande-annonce qu'il y avait eu sur Bohemian Rhapsody. J'avais envie moi. Ouais, c'est ça, t'avais une énorme BO et ça en faisait le truc marketing, en mode regardez, vous allez retrouver plein de musique, c'est pop, c'est contemporain. Puis ça a été un peu amené par les Gardiens de la Galaxie, mais qui aussi le faisaient judicieusement parce que c'était intégré au récit. Mais quelque part, moi je trouve que, pareil, les Gardiens de la Galaxie, il y en a trop. Mais je pense que moi, ce rapport-là que j'ai à la musique, c'est dans mon attente du film. C'est-à-dire que quand je vais voir un film comme, effectivement, Baby Driver ou Pink Floyd, The Wall, c'est que le principe même du film repose sur cette présence de la musique. Et au-delà d'aller voir un film, je vais voir de la musique, en fait. Tu vas voir des films vibe un peu. Ouais, et puis franchement, bah voilà, quand tu vas voir Pink Floyd The Wall, quand tu vas voir Tommy The Who, c'est des films qui sont pensés pour... La mise en scène est davantage pensée pour supporter la musique que l'inverse. Sauf que si, comme dans Cruella, tu dis la musique sert simplement à compenser un manque artistique, là ça devient drastique. Pour moi, c'était ça. Pour moi, là. Par exemple, vous pensez quoi ? Et c'est pas le seul, je dis Cruella parce que c'est le film où ça m'a marqué, mais très clairement, c'est pas le seul. Ces dernières années, on en a eu pléthore des films qui utilisaient des musiques pas à bon escient et qui étaient juste là pour dire hey, regardez, on a mis cette musique là, tu vois. Enfin, cette année, je pense à The Flash par exemple, cette année, je crois qu'il a fait ça. Il me semble qu'il y a 2-3 fois où j'ai dit mais la musique préexistante elle était pas nécessaire, enfin voilà quoi. Vous pensez quoi par exemple de Drive ? Bah c'est vachement bien Drive. Par rapport au fait que le film joue bien avec ses musiques quoi. Ça joue aussi sur les émotions en plus, les musiques de Drive. Puis les musiques sont composées pour le film. Et les quelques films et quelques musiques préexistantes, elles sont très bien sélectionnées après, oui. Mais, voilà, je pense à celle-là. Et moi j'avais envie d'étendre ça au-delà même du trailer parce que par exemple, dès qu'il y a un gros film de studio qui se fait, ils se sentent obligés de mettre de la musique. Ah oui. Tu veux que je reparle de ma déception que j'ai pas entendu Dream On sur ce Creator, c'est ça, alors qu'il était dans la bande-annonce ? Il y a ça, mais par exemple, dans le trailer de The Flash, il y avait Time de Pink Floyd.
Je me souviens que dans celui des Gardiens de la Galaxie, non, c'était dans Ant-Man 3, où t'avais Goodbye Yellow Brick Road de Elton John. Systématiquement, t'as cette présence-là de morceaux remixés un peu bizarrement en mode épique. Et moi, ça me donne pas du tout envie de Moi, voir le j'avais film. trop la haine pour Boys Afraid. Goodbye Stranger. Ah bah voilà. J'étais tellement à fond sur Non, ce mais film, mais regardez. grâce à la musique en fait. On a cité 4 films de cette année, les 4 films, les trailers, ils te Ouais. sortaient des musiques de pop années 70, hein, parce que c'est le Donc cas. au final, tous les films qu'on ait cités, on les a pas trop appréciés. Hein. Si, attends, Boys Afraid. Bah, t'as adoré on n'a pas Boys Afraid, toi. Non. Boys Afraid, non. Voilà. Non, j'ai bien aimé The Creator. Oui, The Creators, ouais, ok, oui, bien Mais, sûr. C'était quoi les Gardiens de la Galaxie, si j'avais bien Si, aimé. ouais. Bon, en vrai, je dis de la merde. Mais en tout cas, il est vrai que je suis d'accord avec toi. En plus des putains de bumper trailers, on a la manie de foutre des musiques préexistantes qui parfois ne sont même pas dans le film. Tu vois. Aucun rapport. Il y aura une cohérence. Il y aura une cohérence sur le fait que bon, t'as la musique dans la bande-annonce, t'as la musique dans le film. Bon, pourquoi pas. Mais là, t'en mets juste pour ponctuer ta bande-annonce. Et je crois que cette mode vient justement du fait du carton de la bande-annonce de Suicide Squad. Hein, C'est vraiment. ça. Mais je trouve que de toute façon, aujourd'hui, on sait plus faire de bons trailers. Tous les trailers sont calibrés sur un cahier des charges. Mais Et d'ailleurs, t'as une vidéo YouTube qui est super bien. Ouais. C'est comment sont. Je sais plus comment elle s'appelle exactement, mais en gros, c'est comment sont faites les bandes annonces actuelles de Blockbuster. Et en gros, il te met aucune image, mais il te met juste du texte avec ce qui devrait être et le son qu'il devrait y avoir. Et tu te rends compte que oui, les bandes annonces maintenant, elles sont faites comme ça en fait. Après, tous les trailers des années 90 étaient faits d'une même manière aussi. Oui, avec la voix. Mais tu sais que ça Bruce peut... Willis dans le continent méchant. Mais tu sais que ça peut... Moi, je trouve que t'as des bandes annonces, ça flingue des films, en fait. Des films qui veulent justement garder un certain mystère, etc., sur leur intrigue ou sur leurs acteurs, leurs personnages. Les bandes annonces, vu qu'elles sont pas gérées par le réal, en fait, c'est même pas le studio, c'est une commande qui est faite à un prestataire qui va s'occuper de ta bande annonce. Et le but, c'est de vendre. Et forcément, ça peut te niquer un film totalement. Alors j'ai l'impression que ça dévie un peu sur les bandes annonces le sujet, mais juste vite fait. Ce qui en vient au fait aussi deux fois d'avoir des morceaux de films complets qui sont dans la bande annonce, mais qui sont pas dans le film final. Je pense au Règne animal qui a été annoncé. Le prologue, ouais. Qu'on a vu. C'était un prologue ou un épilogue L'épilogue, excuse-moi. Ouais, c'est un épilogue qui a pas été montré au cinéma, mais qui a été montré que lors de sa diffusion à Cannes, mais dont il y avait des extraits, dont il y avait des images dans la bande annonce, tu vois. D'accord. Puis on avait aussi, on parlait du Dupieux, du coup Dupieux c'est bien un peu ces bandes annonces du coup, parce qu'il n'y montre rien du tout, on comprend rien du tout, on sait même pas ce qui va se passer dans le film. Tu critiquais, mais c'est bien, non? Ouais, mais bon, faut donner envie quand même, ça reste un argument, faut que ça reste un argument marketing. Non. On a dévié, mais en vrai, c'est intéressant. Oui. Voilà. Merci. Moi, j'ai pas grand chose à rajouter, je suis content d'avoir balancé le pavé dans la mare. Non, mais vraiment, les réals, vous m'écoutez pas. Mais, s'il vous plaît, écoutez une minorité de spectateurs qui ont envie de vous dire, qui ont envie de vous dire, arrêtez de foutre des musiques préexistantes si c'est pas nécessaire. Voilà. Si c'est pas pertinent. Si vous y avez pensé en amont et que vous voulez faire une scène où vous voulez vous éclater avec la mise en scène, avec le montage par rapport à une musique préexistante, faites-le. Mais si c'est juste pour dire, oh j'aime bien la musique, je veux la mettre, ne le faites pas. Mais je veux de l'argent, moi. Ils vont te répondre ça, mec. Des fois, le silence vaut mieux que le bruit. Oui. Voilà. C'est de la merde. Merci, salaud. Ouais. Bref, pour moi, le sujet est bon. Et merci beaucoup, c'était très intéressant comme débat, merci. Tu donnes ta carte Joker à qui pour la prochaine fois? Je pense que je vais la filer à... Oh, Fred, il a très envie, mais... il y a beaucoup trop de tendresse dans ce regard. Il a l'air de battre le regard du chapeauté. S'il vous plaît. Oh, tu promets de faire un bon sujet. Ouais. T'as vu, moi je me suis forcé pour pas parler de Pink Floyd. Ouais, t'inquiète. Franchement, On a parlé 2-3 fois quand même. Ouais, t'as quand même un peu évoqué le truc. Ouais, j'avoue. Dans les jeux Allez, aussi. Fred, tu as le prochain Joker. Merci. Ça sera incroyable. Ouais. Très T'as déjà une bizarre, idée? Ce sera très bizarre, vous verrez. Ok. Il va nous parler du sexe dans le cinéma d'horreur. Oh, pardon. Moi j'ai hâte du jour où quelqu'un va parler du fan footage. Bref. Ah ouais, en fait, tu veux que je parle de ça, quoi. C'est un peu un petit truc genre. Bah non, tu parles de ce que tu veux, mon ami. C'est ton Joker à toi. Ok. Et ben voilà, les amis, l'émission est à présent terminée. Je vous remercie à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez toujours nous écouter sur Spotify, Deezer, Apple Music et aussi sur le site Wishing Light Channel. Vous pouvez nous suivre sur Instagram et même sur Twitter. On a un compte Twitter où on fait des blagues. X. Oh merde, j'oublie toujours qu'on s'appelle X maintenant. Enfin, que ça s'appelle X. Bien évidemment, on remercie Cody Bibi Ghost et le Wishing Light Channel de nous diffuser. Et on vous dit ciao et à dans 2 semaines, les potes. À dans 2 semaines. Dans 2 salut. semaines, merci à tous. Des bisous.